Voilà, donc je vais juste commencer le temps que tout le monde se connecte par quelques mots d'introduction sur le GIP Maximilien et le réseau donc francilien des achats responsables. Alors, si vous pouvez juste couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'écho. Merci beaucoup. Et puis après, on laissera du coup la parole à nos trois intervenants, puisque ce matin, on a trois interventions. Mais deux mots d'abord d'intro. Donc, le GIP Maximilien, nous, on est le service d'administration électronique en Île-de-France. Donc, on est un groupement d'intérêt public qui porte 375 membres en Île-de-France, puisqu'on est vraiment, nous, sur la région Île-de-France. Et donc, on offre plusieurs services aux acteurs publics, dont une plateforme de dématérialisation des marchés, voilà, avec pour objectif de rendre, du coup, les marchés publics accessibles aux TPE-PME et aux structures de l'ESS. Et on porte également le GIP Maximilien porte le réseau francilien des achats responsables. Et donc, on a plusieurs missions. On a une mission qui est sur les aspects sociaux, une mission sur les aspects environnementaux et circulaires. Et on accueille depuis septembre 2022, le GIP Maximilien porte le guichet vert voilà, pour l'Île-de-France dans le cadre d'une convention avec le PNAD. Donc, l'atelier d'aujourd'hui va, comme je vous le disais, porter sur trois interventions. Vous aurez d'abord une intervention de Monsieur Flavien Barrault du Commissariat général au développement durable, donc sur l'indice de réparabilité et sa prise en compte dans les marchés. On aura ensuite une intervention du marché de l'inclusion qui nous présentera les nouvelles fonctionnalités permettant de mettre en avant vos marchés réservés pour qu'ils soient voilà, mieux identifiés par les structures inclusives. Et on finira par une intervention de TER EFC, donc économie de la fonctionnalité et de la coopération, pardon, Romain Domicy, voilà, qui nous montrera comment voilà, manier économie de la fonctionnalité et commande publique. Donc voilà, je vous propose de couper vos micros. Vous avez le chat pour poser vos questions. Et puis à la fin de chaque intervention, on prendra voilà, le temps de prendre quelques questions et remarques. Euh, donc Flavien, si ça vous convient, je vous laisse prendre la main pour votre présentation. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais juste afficher donc la présentation que j'ai prévue. Alors, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, on vous voit bien, on voit l'écran. Ok, parfait. Par contre, je vois que j'apparais dessus. Ça, je peux pas. Désolé, hein, je repartage. Pas de souci. Alors, attendez, en attendant que mon écran s'affiche, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça permet de prendre le temps de parler du dispositif, donc indice de réparabilité. Donc, l'idée de cette présentation, c'est que je vous fasse dans un premier temps une présentation assez générale de l'indice de réparabilité et ensuite de voir comment la loi prévoit sa prise en compte dans les marchés publics. Alors, là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, C'est parfait. super. Alors, donc l'indice de réparabilité, qu'est-ce que c'est? C'est donc une note qui va de 0 à 10 et qui décrit le caractère plus ou moins réparable des produits concernés. Les produits concernés sont les équipements électriques et électroniques de façon générale. Et donc, il devient obligatoire pour certaines catégories qui font l'objet d'un arrêté pris en application du coup de l'article 16 de la loi AGEC, donc, qui a été publié le 10 février 2020.
Donc la note sur 10 s'accompagne d'un visuel de couleur qui traduit simplement le niveau de la note. Simplement, les plus mauvaises notes sont caractérisées par le rouge, passant par le orange, le jaune, jusqu'au vert. Voilà. Pour vous expliquer aussi comment l'indice a été construit, donc il repose sur une méthodologie assez robuste puisque il a fait l'objet de plusieurs mois de travaux avec l'ensemble des parties prenantes. Ça a vraiment rassemblé fabricants, distributeurs, associations environnementales, réparateurs, voilà, qui ont tous travaillé donc sous l'égide des pouvoirs publics, donc de l'ADEME et du CGDD, à essayer de déterminer quels sont les critères qui permettent d'apprécier ce qu'on appelle la réparabilité. Voilà. Donc là, vous avez le détail, donc, voilà, qui a donné lieu donc jusqu'en 2021 à la confection de cette méthodologie. Donc le travail, il s'est fait à l'échelle d'abord de 5 catégories, donc, pour lesquelles l'indice est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Donc, vous avez les ordinateurs portables, les lave-linges Hublot, les téléviseurs, les tondeuses à gazon électrique et les smartphones. Et puis, donc on a eu des travaux d'extension qui ont suivi et qui ont permis, donc, pour les aspirateurs, les lave-linges à chargement par le dessus, les lave-vaisselle et les nettoyeurs haute pression, que l'indice soit obligatoire depuis le 4 novembre 2022. Voilà, donc ça fait en tout 9 catégories pour lesquelles, qui sont concernées actuellement par l'indice de réparabilité. Donc la note sur 10 prend en compte 5 critères qui ont tous la même importance dans la notation, ils sont équipondérés. Donc le premier, c'est la disponibilité de la documentation technique. Donc c'est l'information nécessaire à la réparation. Ensuite, c'est vraiment l'opération de réparation en elle-même, savoir combien de nombre d'étapes de démontage sont nécessaires pour accéder aux pièces détachées, quels outils, quel type d'outils interviennent pour réaliser ces étapes, et quel type de fixation, hein, est-ce que c'est collé, est-ce que c'est des vis, etc. Voilà, donc ça c'est la facilité du démontage. Ensuite, il y a la disponibilité des pièces détachées, parce que tous les fabricants ne mettent pas à disposition les pièces détachées qui sont nécessaires à la réparation. Toujours dans cette logique d'accessibilité de la réparation, donc le prix aussi, puisque on le verra plus tard, c'est le facteur qui est le plus déterminant lorsqu'un consommateur souhaite de réparer ou non. Donc là, on considère le prix des pièces détachées rapporté à celui de l'équipement. Et quand ce rapport dépasse 30%, on estime que la réparation n'est pas possible et donc on ne gagne pas de points. Et enfin, quelques critères spécifiques à la catégorie de l'équipement. Voilà. Et donc, ces 5 critères pris en compte donnent la note sur 10 voilà, finale. Pour aussi vous exprimer les premiers retours d'expérience qu'on a après plus d'1 an de mise en œuvre, qui permettent de traduire quand même un relatif succès de cet indice, et pour vous dire aussi, voilà, vous en tant qu'acheteur public, que les fabricants, pour eux, c'est un dispositif assez important et qui regardent avec beaucoup d'attention, puisque le consommateur a déjà très bien identifié cet indice, hein, 75% on voit des consommateurs connaissent l'indice. Après, il y en a quand même une moitié, après seulement 1 an, hein, alors que c'est une première mondiale, qui savent exactement ce qu'ils recouvrent. Quand même 90% des gens qui estiment que l'indice va les inciter à réparer davantage. Donc voilà, donc on voit tout l'impact positif qu'a déjà cet indice et qui explique pourquoi les fabricants le prennent vraiment très fortement en considération. Bon, avec les critères qui sont jugés les plus importants dans l'achat des produits, mis en rapport de tout ça, donc le prix, comme je vous le disais tout à l'heure, la fiabilité du produit et après sa performance. Bon, voilà. Donc, c'est aussi ces éléments qu'il faut qu'on garde en tête. Voilà. Alors, concernant les perspectives, parce que là, je vous ai dit que l'indice, pour l'instant, est en vigueur à l'échelle de 9 catégories de produits. Il faut savoir que c'est un travail exclusivement français. Pour autant, la Commission européenne travaille à la mise en place d'un indice similaire, donc obligatoire de réparabilité au niveau européen. Et donc, il devrait être en vigueur dans un premier temps pour les smartphones et les tablettes. On attend la publication là du texte réglementaire, mais qui a été voté en décembre 2022
et donc et qui sera en vigueur après un délai d'application à partir de la publication du texte qu'on attend actuellement. Mais du coup, cet indice européen s'intégrera à l'étiquette énergie, que vous connaissez aussi peut-être, comme vous le voyez sur le visuel là, qui apparaît sur la slide. Donc là, cette fois-ci, une note ABC, pas sur 10, mais globalement, c'est des critères qui s'inspirent largement de l'indice français. Voilà. Donc on sert un peu d'expérimentateur c'est vraiment une expérimentation pour les instances européennes, ce qu'on réalise en France. Voilà. Et ensuite, donc, par rapport à la loi française, il est prévu que cet indice de réparabilité soit remplacé par un indice de durabilité à partir du 1er janvier 2024. Donc on va commencer par 5 catégories, on ne fera pas les 9 d'un coup. Et donc là, l'idée, c'est de compléter donc, les critères de réparabilité avec des critères de durabilité, donc au sens de longévité du produit, qu'est-ce qui va faire que le produit va durer le plus longtemps possible. Et donc, c'est la robustesse, ce que nous, on appelle la fiabilité, en fait, du produit, plus globalement. Et ensuite, c'est la capacité aussi du produit à s'améliorer. Donc à prendre en compte des évolutions technologiques, par exemple, des mises à jour logicielles pour les produits numériques. Voilà. Donc c'est tous ces critères qui vont faire que le produit va durer dans le temps et sur lesquels on est en train de travailler toujours avec les parties prenantes pour établir une méthodologie. Voilà. Alors, concernant spécifiquement les marchés publics, donc c'est la loi Rennes hein, qui, dans son article 15, vient ajouter une obligation de prise en compte de l'indice, donc des indices, hein, donc de réparabilité pour l'instant, puis plus tard de durabilité, lorsqu'ils existent dans les marchés publics. Donc là, je voulais quand même dire aussi que ça concerne vraiment tous les marchés publics, quel que soit leur seuil, quel que soit leur seuil. Voilà. Donc là, tout ce que je vais dire sur la prise en compte des indices hein, de réparabilité et de durabilité dans les marchés publics sont aussi résumés dans le guide. Justement, on a produit un guide au niveau du CGDD pour résumer tous ces éléments et ce guide est disponible sur le site du ministère. Voilà. Mais le lien vous sera communiqué à l'issue de cette réunion. Alors, quels sont les produits concernés hein, pour la prise en compte de ces indices dans les marchés publics? C'est les produits numériques. Euh, donc, les produits numériques, ça peut concerner les smartphones, évidemment, les ordinateurs portables, les téléviseurs, mais aussi certains appareils ménagers connectés. En fait, voilà, c'est l'aspect vraiment connecté qui prime. Et donc c'est pour tous ces produits-là que pèse l'obligation. Voilà. Alors, un point de détail qui n'en est pas, mais qui est vraiment très important, c'est que la loi prévoit cet indice, l'indice de réparabilité, uniquement pour informer le consommateur. C'est-à-dire que les fabricants ont l'obligation de calculer et d'afficher un indice uniquement pour les produits qui sont destinés à la vente des consommateurs. Voilà. Donc les produits qui sont exclusivement destinés à la vente des professionnels ne sont pas tenus, ne sont pas soumis à l'obligation de calculer et d'afficher un indice de réparabilité. Donc c'est un élément vraiment à prendre en compte quand vous ferez vos marchés publics, sachant que du coup les produits hein, qui sont à la fois concernés par les consommateurs et par les professionnels, du fait qu'ils soient concernés en partie par les consommateurs, doivent disposer d'un indice. Voilà. Donc en gros, ne disposent pas d'indice, uniquement les produits exclusivement réservés à la vente des professionnels. Comment prendre en compte l'indice, du coup, dans les marchés publics? On donne des exemples dans ce guide. D'une part, et dans un premier temps, dans la définition du besoin, hein, vous pouvez manifester du coup le besoin de disposer, enfin, de donner une priorité à des produits qui sont le plus durables possible. Et plus durable veut dire aussi réparable. Et donc voilà, c'est là où voilà, ça peut, dès la définition du besoin, intervenir. Ensuite, ça peut aussi intervenir dans les critères d'attribution en fonction des notes qui ont été obtenues par les produits. Et comme on l'a vu, comme certains produits ne disposent pas d'indice de réparabilité, vous pouvez aussi demander des critères équivalents. Voilà, comme c'est des réflexes qui peuvent être pris comme pour les labels environnementaux. Et aussi de la même manière, dans les moyens de preuve, vous avez la possibilité de demander le détail de la notation hein, pour l'indice de réparabilité, puisque il existe, comme on a pu le voir, le détail des 5 critères qui composent cette note sur 10, qui vous permettent de voir où est-ce que le fabricant réalise des efforts en termes de réparabilité. Est-ce que c'est par la mise à disposition de pièces détachées
ou est-ce que c'est dans la facilité de démontage? Et par cette façon, vous pouvez prioriser certains des aspects, voilà, en fonction de vos besoins. Donc je souhaite pas être trop long. Après voilà, le guide est assez complet pour vous accompagner justement dans la prise en compte de l'indice dans les marchés publics. Et bah voilà, je vous propose en tout cas de réserver maintenant. Je crois qu'il nous reste encore une quinzaine de minutes pour prendre quelques questions éventuelles sur ce que je viens de vous présenter. Merci. Merci beaucoup, Flavien. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Peut-être l'occasion aussi de, voilà, si vous avez des marchés qui arrivent, que vous souhaitez des précisions. Ou même des précisions concernant l'indice, hein, n'hésitez pas, plus de détails sur certains aspects. Moi, j'ai peut-être une question, Flavien, pour commencer, c'est de savoir un peu si vous avez des retours justement d'acheteurs qui ont déjà utilisé l'indice dans des marchés. Voilà, est-ce qu'il y a des DCE qui sont déjà disponibles et pour que les acheteurs puissent s'en inspirer? Alors, j'ai moi-même, j'ai pas effectué cette veille moi-même. Pour autant, quand on a élaboré le guide, justement, parce que voilà, on s'est dit qu'il fallait fournir des moyens quand même pour expliquer comment on pouvait prendre en compte cet indice. On est tombé sur il y avait déjà plusieurs marchés qui prenaient en compte cet indice. Et donc, il y avait plusieurs exemples et c'était soit dans la définition des besoins, hein, comme je viens de Mhm. vous le présenter, soit même dans des critères d'attribution. Voilà. Donc D'accord. on a vu tout un tas d'exemples différents déjà. D'accord, très bien. Alors, on a deux questions dans le chat. La première, c'est de savoir si l'indice a vocation à être développé sur d'autres produits. Euh, et la deuxième, voilà, c'est de savoir si effectivement il y a des exemples de DCE dans l'outil La Clause Verte, qui est D'accord. un outil de référencement. D'accord. Concernant les autres catégories, la priorité là pour l'instant, c'est d'assurer le passage de l'indice de réparabilité, l'indice de durabilité. Et donc ce passage, il se fait sur les 9 catégories qui sont aujourd'hui concernées par l'indice de réparabilité. Donc tant qu'on n'a pas réalisé ce transfert, on ne déploiera pas le dispositif à l'échelle d'autres catégories. Voilà. Donc l'extension à d'autres catégories se fera une fois que toutes les catégories feront l'objet d'un indice de durabilité et se feront maintenant sur l'indice de durabilité parce que puisque l'Europe, la Commission européenne dispose d'un indice de réparabilité obligatoire, il n'est pas question que la France continue de déployer un indice de réparabilité, voilà, ce concurrent entre guillemets. Donc c'est pour ça que voilà, notre plus-value maintenant se fera au niveau de la durabilité. Et pardon, sur la deuxième Et question. l'autre question, c'était sur, voilà, est-ce qu'il y a dans la clause verte, il y a des exemples de DCE sur ce sujet? Alors, pardon, n'étant pas très spécialiste Oui, pardon. de tous La les clause aspects verte, c'est un site en fait qui référence des clauses et des critères environnementaux et voilà, qui est gratuit et ouvert aux acheteurs publics Ah, pour qu'ils d'accord, puissent justement s'inspirer de modèles existants. Et c'est vrai qu'en tout cas, s'il y en a pas, ce serait peut-être intéressant d'en mettre, puisque c'est vraiment ça un peu qui permet aux acheteurs de mettre un premier pied à l'étrier, c'est d'avoir des exemples. d'accord. Ouais, écoutez, je prends bonne note de cette remarque. Je verrai avec mes collègues du coup en charge de ces questions. Super. Mais du coup, vous disiez que dans le guide, il y a déjà voilà, des... Alors, nous, on est tombé sur des exemples, mais on renvoie pas vers ces exemples. C'est pour ça Ok, quand même que... Voilà, mais du coup, je comprends bien le besoin et je verrai avec mes collègues ce qu'on pourra faire. super. Ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Écoutez, on dirait que non. Dans tous les cas, voilà, le support vous sera transmis, le replay sera mis en ligne. On va vous transmettre aussi le lien vers le guide donc, qui a été mis dans le chat. Et puis voilà, Flavien, si on a des questions qui arrivent un peu plus tard ou par mail, je me permettrai de vous les transférer du coup. Bien sûr, Super. pas de Et problème. merci beaucoup.
Et ben, on espère voilà, plein d'indices de durabilité dans les marchés. Bon, on l'espère également. Merci, merci pour cette invitation et bon courage. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Et du coup, je vous propose qu'on enchaîne, s'il n'y a pas d'autres remarques, avec la deuxième intervention qui était prévue. Donc, c'est le marché de l'inclusion. Et donc, voilà, c'est Abdessamad qui, normalement, est connecté et que je laisse prendre le relais et que je remercie, du coup, pour cette intervention au pied levé. Oui. Puisque si j'ai bien compris, voilà, ça devait être Sofiane et on est ravis de vous accueillir. Pas de souci. En tout cas, merci pour l'invitation. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, est-ce que vous C'est pouvez bien. me valider? Ouais, OK, ouais, c'est super. parfait. Parfait. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, bonjour à tous et à toutes, hein. Je suis Abdessamad. Je travaille pour la plateforme Le Marché de l'Inclusion, qui est un service public numérique développé par le groupement d'intérêt public, la plateforme de l'inclusion. Et je vais vous la présenter là dans quelques secondes, le temps que mon écran s'affiche chez vous. Alors, ça devrait être bon dans quelques secondes. C'est Ouais, OK. c'est Ouais, bon, c'est parfait. 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 Du coup, le marché de l'inclusion, qu'est-ce que c'est? Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant ma présentation. N'hésitez pas à m'interrompre. Alors, le marché de l'inclusion, si vous deviez le présenter ou le partager à un de vos collègues, il suffirait de dire qu'il s'agit d'un outil de sourcing inclusif qui permet à un acheteur public de réaliser facilement un achat socialement responsable. Donc voilà comment on peut décrire le marché de l'inclusion et comment vous pouvez vous en saisir. Alors comment ça fonctionne, cette plateforme gratuite? Heu, Tout simplement, elle repose sur un référentiel exhaustif de l'ensemble des prestataires inclusifs conventionnés en France. Alors qu'est-ce que c'est un prestataire inclusif, conventionné, par l'État? C'est tout simplement une structure qui a une activité, commerciale et qui est conventionnée soit dans l'insertion par l'activité économique ou bien dans le secteur protégé et adapté, à savoir les entreprises du secteur, du handicap. Donc c'est à peu près 6 000 prestataires inclusifs, donc insertion et handicap, qui sont présents sur le marché de l'inclusion. Donc vous les connaissez plus ou moins, tous. Donc on va retrouver donc toutes les entreprises adaptées, tous les ESAT, on va retrouver les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires et cetera. Donc vous avez, sur le marché de l'inclusion, accès au référentiel exhaustif de ces 6 000 prestataires inclusifs. Ce référentiel, il est mis à jour toutes les semaines de manière automatique. Donc, vous avez la garantie d'avoir au quotidien des données qui sont fiables et accès à l'exhaustivité des prestataires inclusifs de votre territoire. Donc, voilà comment fonctionne d'abord et sur quoi repose le marché de l'inclusion. Sur cette plateforme, vous allez pouvoir faire 3 choses. Vous allez pouvoir acheter, sous-traiter et recruter inclusif et responsable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez pouvoir acheter des produits et services dans plus de 150 secteurs d'activité. Donc, et comme je vous le disais, avec plus de 6 000 prestataires inclusifs référencés sur le marché de l'inclusion. Vous allez pouvoir sous-traiter une partie de votre activité à un prestataire inclusif. Plus de 4 000 offres de prestations proposées par ces prestataires et certifiées dans leur domaine. Vous allez pouvoir aussi vérifier si ces prestataires inclusifs ont des certifications et labels. Et vous allez pouvoir recruter. Donc ça s'adresse davantage aux personnes en lien, avec, le recrutement, mais vous allez aussi pouvoir passer par le marché de l'inclusion pour recruter des profils issus de ces prestataires inclusifs, puisqu'il faut savoir, ces prestataires inclusifs recrutent des personnes éloignées de l'emploi ou en situation de handicap et vous pouvez aussi, recruter parmi ces personnes qui seraient potentiellement en fin de parcours dans l'insertion notamment. Donc voilà les 3 actions que vous allez pouvoir faire sur le marché de l'inclusion. Alors, comment vous allez pouvoir faire? Ça va être très simple. On va le voir dans quelques instants. Vous allez, lorsque vous allez chercher à acheter ou sous-traiter, donc, vous allez pouvoir faire du sourcing inversé. Donc, c'est la première grande fonctionnalité du marché de l'inclusion, c'est le sourcing inversé qui vous permet, lorsque vous avez un projet d'achat, donc imaginons que vous ayez un marché, qui est en cours de rédaction prévu pour, l'année prochaine, marché, avec une clause sociale ou un marché réservé ou un marché tout court, vous allez pouvoir sourcer de manière rapide l'ensemble des prestataires inclusifs qui potentiellement pourraient répondre à ce futur marché. Donc, ce que ça vous permet, le sourcing inversé, c'est de vous éviter de consulter un par un des prestataires, de les appeler pour essayer de constituer et de calibrer plus ou moins votre marché avant que celui-ci soit publié. Vous allez en fait publier votre sourcing sur le marché de l'inclusion et c'est le marché de l'inclusion qui va s'occuper de cibler les bons prestataires inclusifs
de vous les montrer, de vous montrer quels sont les prestataires, selon nous, les plus pertinents pour vous. Et ensuite, vous aurez les prestataires intéressés par votre besoin. Donc, les prestataires inclusifs seront notifiés et pourront se positionner et vous manifester leur intérêt. Et à partir de là, vous aurez, en général, en moyenne, en moins de 24 heures, voire 48 heures, un résultat de sourcing qui vous permet de vous dire s'il existe des prestataires inclusifs sur un secteur d'activité et un territoire géographique donné, et ensuite envisager de soit réserver le marché, soit réserver un lot ou calibrer votre marché en fonction finalement de l'offre commerciale inclusive sur votre territoire et ou secteur d'activité. Donc voilà, première fonctionnalité très simple à utiliser qui se fait en moins d'une minute. En moins d'une minute, vous lancez votre sourcing inversé. C'est le marché de l'inclusion qui fait ce travail de sourcing à votre place. Deuxième chose, deuxième action que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir relayer un appel d'offres ou un marché réservé. L'objectif derrière cela, c'est simplement de maximiser vos chances de toucher des prestataires inclusifs. Imaginons que vous avez aujourd'hui un marché réservé qui est publié. Vous voulez garantir à ce marché réservé qu'il touche et qu'il notifie l'ensemble des prestataires inclusifs de l'insertion ou du handicap sur votre territoire. Vous pouvez passer par le marché de l'inclusion pour le diffuser et avoir la garantie que les prestataires inclusifs correspondant à votre marché réservé soient notifiés par votre marché. Donc ça vous permet d'améliorer votre mise en concurrence et ça vous permet aussi d'éviter que ce marché réservé finisse infructueux. Donc vous voyez, avec les deux premières fonctionnalités que je vous ai présentées, vous avez la possibilité de sécuriser avec le sourcing inversé, sécuriser votre futur marché réservé ou lot réservé. Et ensuite, une fois que celui-ci a été rédigé et publié, le rediffuser sur le marché de l'inclusion pour vous assurer que ce marché réservé touche les prestataires inclusifs de votre territoire et du secteur d'activité donné. Et enfin, dernière fonctionnalité aussi en lien avec les achats, c'est la partie devis. Donc pour tous les besoins de faible montant qui ne nécessitent pas la rédaction d'un marché, vous pouvez faire des demandes de devis simples, donc solliciter des prestataires sur un territoire et sur un secteur d'activité donné pour avoir des propositions tarifaires et des devis, tout simplement. Donc ça prend 1 minute, encore une fois, vous publiez votre besoin et le marché de l'inclusion s'occupe de notifier les prestataires inclusifs les plus pertinents et les plus pertinents se positionneront, vous feront des propositions tarifaires, se présenteront à vous et vous pourrez ensuite être mis en relation avec ces prestataires. Donc voilà, pour résumer, les 3 fonctionnalités principales que je voulais vous présenter avant de passer à la suite, c'est le sourcing inversé, c'est la fonctionnalité de diffusion d'un appel d'offres ou d'un marché réservé et c'est la fonctionnalité de demande de devis. Avec ces 3 fonctionnalités, vous avez la possibilité de sécuriser vos achats socialement responsables, d'éviter certains marchés infructueux, marchés réservés infructueux, et vous avez la garantie de toucher des prestataires inclusifs et aussi de découvrir de nouveaux prestataires inclusifs. Vous avez sûrement l'habitude de travailler avec certains prestataires inclusifs. Avec le marché de l'inclusion, vous avez la certitude de mettre en concurrence l'ensemble des prestataires inclusifs ciblés en fonction du secteur d'activité, du territoire géographique de votre marché. Donc voilà pour les 3 premières grandes fonctionnalités. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, on a d'autres fonctionnalités qui vous permettent qu'on appelle nous des outils d'aide à la décision. Donc c'est 4 outils, vous les voyez ici à l'écran. Donc le premier, c'est le moteur de recherche qui vous permet, si vous le désirez, de rechercher vous-même un prestataire inclusif parmi les 6000 prestataires en France. Donc c'est un moteur qui vous permet de filtrer en fonction de différents critères, donc un périmètre géographique, un secteur d'activité, un type de structure, si vous voulez cibler le secteur du handicap ou plutôt l'insertion par l'activité économique. Si vous voulez cibler sur un territoire spécifique, un QPV ou ZRR, zone de revitalisation rurale, par exemple, c'est des choses que vous pouvez faire et identifier très facilement les prestataires inclusifs relevant du besoin que vous avez. Donc, si vous voulez orienter un marché vers une typologie de structure ou vers un territoire spécifique, vous pouvez aussi filtrer les prestataires de cette manière-là. Donc ça, c'est le moteur de recherche assez simple d'utilisation que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, c'est une fonctionnalité qui vous permet de calculer, plutôt de mesurer l'impact social d'un achat. Comment ça fonctionne? Vous allez indiquer le montant de votre futur achat, le montant de votre marché, et on va vous dire tout de suite à combien d'emplois inclusifs vous allez contribuer. Puisque je vous le rappelle, hein, les prestataires inclusifs
recrute et forme majoritairement des personnes vulnérables, éloignées de l'emploi ou en situation de handicap. Et le marché de l'inclusion est capable de vous dire, avec tel montant d'achat, donc 100 000 euros par exemple, avec 100 000 euros d'achat, vous allez contribuer à l'emploi de tant de personnes éloignées de l'emploi. Donc ça vous permet comme ça d'avoir un impact social en un chiffre très concret, à savoir la contribution et le financement à des emplois inclusifs. Une troisième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de calibrage, une fonctionnalité qui vous permet en quelques secondes de calibrer votre projet d'achat, si celui-ci est orienté vers de l'achat socialement responsable. Donc en quelques clics, on va vous donner, en fait, le nombre de prestataires inclusifs positionnés sur un secteur d'activité. On va vous donner aussi le nombre d'ETP, enfin de salariés en insertion que cela représente. Et enfin, on va vous donner le chiffre d'affaires global de l'ensemble des prestataires inclusifs que vous allez cibler. En gros, en quelque sorte, je vous montrerai tout à l'heure comment ça se matérialise, mais ça vous donne en fait l'offre commerciale inclusive sur un territoire donné et un secteur d'activité. Et ainsi, ça vous permet de calibrer plus ou moins votre achat socialement responsable. Et enfin, dernier outil d'aide à la décision, c'est la partie valorisation. Vous travaillez sûrement avec des prestataires inclusifs sans le savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous permet de télécharger notre référentiel de ces 6000 prestataires inclusifs pour les faire correspondre à votre référentiel, vous, de fournisseurs inclusifs, et enfin, de votre référentiel de fournisseurs tout court, et vérifier qui sont inclusifs au sens conventionné insertion et handicap au sein même de vos fournisseurs actuels. Et ça vous permet déjà d'avoir un point de départ, de savoir qui parmi vos fournisseurs sont bien inclusifs, puisque nous, je vous le rappelle, hein, sur le marché de l'inclusion, vous vous adressez uniquement aux prestataires conventionnés par l'État, insertion ou handicap. On n'est pas tout l'ESS, on ne référence pas l'ensemble des acteurs de l'ESS. L'inclusion dans l'emploi et le secteur du handicap font partie de l'ESS. Donc nous, on est vraiment sur cette brique insertion et handicap. Et donc si vous voulez vérifier si un prestataire est conventionné insertion ou handicap, vous allez pouvoir le vérifier avec le marché de l'inclusion. Donc voilà pour ce qui est d'une rapide présentation de cette plateforme. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne en direct. Donc je vais changer d'écran et je vais vous partager un nouvel écran. Donc cette fois-ci, le site du marché de l'inclusion que vous devriez voir à l'instant. Donc nous sommes connectés sur le marché de l'inclusion, service public gratuit dans lequel vous avez bien évidemment accès. Donc il suffira simplement de vous inscrire. Et à partir de là, vous allez pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées précédemment. La partie sourcing inversé et diffusion d'appels d'offres ou demande de devis, ça va se passer dans publier un besoin d'achat, ici. En cliquant ici, vous allez commencer à décrire votre besoin. Donc, s'il s'agit d'un appel d'offres, s'il s'agit de relayer un appel d'offres marché réservé, il suffira de cliquer sur appel d'offres. S'il s'agit de faire une demande de devis, devis. Et enfin, s'il s'agit de lancer un sourcing inversé, pareil, il faudra sélectionner sourcing inversé. Et ensuite, vous suivez les 5 étapes qui sont assez rapides. On vous demande certaines infos, le titre de votre besoin, le secteur d'activité, le type de prestation, etc., etc. Et à partir des informations collectées, donc ça prend 1 minute, on s'occupe, nous, s'il s'agit d'un sourcing inversé, de vous trouver les prestataires inclusifs les plus pertinents. S'il s'agit d'un appel d'offres, de le relayer aux prestataires les plus pertinents. Et demande de devis, même logique. Donc voilà, je ne vais pas faire toutes les étapes parce que ce n'est pas nécessaire, hein, c'est très simple. Il suffira de suivre les étapes et de publier votre besoin à la fin. Et en général, en moins de 24 heures, voire 48 heures en fonction des besoins, vous avez des premiers résultats de sourcing, des prestataires inclusifs qui se positionnent sur votre sourcing ou qui accèdent à votre appel d'offres si celui-ci est publié sur un site comme celui de Maximilien, par exemple. Donc ça, c'est pour la partie sourcing inversé, diffuser un appel d'offres et demande de devis. Pour ce qui est des outils d'aide à la décision, ça va se passer dans Solutions en haut à droite. Donc ici, vous allez accéder à l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai présentées. Par exemple, on va faire celle sur le calibrage d'un achat, donc calibrer vos achats. Rappelons-nous, c'est une fonctionnalité qui vous permet, en quelques clics, d'identifier rapidement le nombre total de prestataires inclusifs pouvant répondre à votre besoin et mesurer leur capacité globale de production. En quelque sorte, mesurer l'offre commerciale inclusive sur un territoire. Donc, je vais sélectionner un secteur d'activité. Je vais par exemple faire les espaces verts. Il y a plus de 150 secteurs, donc je choisis celui-ci. Un périmètre, donc je peux mettre une ville, une région ou un département. Donc, je vais mettre la région Île-de-France, par exemple. Hop. Et ensuite, un type de prestation. Par exemple, prestation de service. Je lance la recherche. Et là, j'ai les résultats automatiquement. On m'indique qu'il existe 119 prestataires inclusifs positionnés sur le secteur d'activité espace vert.
ces 119 prestataires inclusifs représentent plus de 292 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est un minimum. Et ensuite, que ces 119 prestataires représentent à peu près 11 553 salariés en insertion. Donc vous avez 3 chiffres, le nombre de prestataires positionnés sur ce secteur d'activité et sur ce territoire géographique, le chiffre d'affaires global de ces 119 prestataires, donc c'est un minimum, et le chiffre exact de salariés en insertion que cela représente, donc le nombre d'ETP en insertion que cela représente. Donc voilà, ces 3 chiffres vous permettent d'avoir un premier aperçu de l'offre commerciale présente sur un secteur d'activité et un territoire géographique. Et bien évidemment, vous pouvez découvrir ces prestataires en cliquant sur le bouton Découvrir ces prestataires et ainsi on vous donne la liste de ces 119 prestataires inclusifs si vous voulez plus de détails sur chacun de ces prestataires-là. Et vous pourrez télécharger le fichier Excel de ces 119 prestataires plus tard, bien évidemment. Donc ça, c'est pour la partie calibrer un achat. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si ça vous semble pertinent comme fonctionnalité et si vous vous imaginez l'utiliser pour simplement tester et vous rendre compte s'il existe des prestataires inclusifs sur un territoire ou sur un secteur d'activité, hein. C'est une fonctionnalité qui est en accès libre, donc même sans être connecté, vous y avez accès. Ensuite, je vais vous montrer la fonctionnalité qui vous permet de faire des recherches vous-même, donc le moteur de recherche. Donc il faudra se rendre sur Rechercher un prestataire ici. Et on va accéder à un moteur de recherche très simple, avec plusieurs critères ici, plusieurs filtres, où vous allez indiquer un périmètre géographique. Donc, on va faire un exemple assez simple. Donc, je vais mettre l'Île-de-France, mais encore une fois, j'aurais pu mettre une région, un département, une ville, plusieurs régions, plusieurs départements. C'est moi qui choisis. Donc, là, je peux rajouter Paris, par exemple, même si ça n'a pas forcément de sens, puisque Paris est dans l'Île-de-France, mais voilà, vous comprenez la logique. Un secteur d'activité, donc voilà, je peux me balader dans les secteurs d'activité. J'en sélectionne. Je peux sélectionner un type de structure. Donc, j'ai l'ensemble de l'insertion par l'activité économique. Donc, je peux filtrer sur les entreprises d'insertion, sur les chantiers d'insertion ou sur le secteur du handicap. Donc, imaginons que je filtre sur l'IAE, donc l'insertion par l'activité économique. Je peux sélectionner aussi le type de prestation, donc mise à disposition de personnel, prestation de services, travaux ou fabrication et commercialisation de biens. Je peux sélectionner les structures qui sont sur un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale. Je peux aussi filtrer comme ça. Et je lance ma recherche. Donc ça prend quelques secondes. Hop, j'ai mes résultats. Donc il y a 151 structures qui correspondent à mes critères. Donc on les voit ici. On a la petite carte qui nous permet de les voir. Alors on n'a pas les 150 qui s'affichent sur la carte, bien évidemment, pour gagner en lisibilité. Mais ici, vous avez accès aux prestataires les plus pertinents. Donc on peut cliquer sur un prestataire ici et découvrir sa fiche commerciale et découvrir son activité. Donc ici, on a Auteuil Insertion, qui est une entreprise d'insertion. On a sa présentation, son secteur d'activité, les prestations qu'elle propose, ses labels et certifications, etc. Et bien évidemment, les coordonnées de contact à droite qui permettent de prendre contact avec le référent ou la référente commerciale de cette structure, tout simplement. Et on a aussi son périmètre d'intervention. Donc, c'est une structure qui intervient au niveau régional. Donc voilà pour ce qui est de la recherche, hein, c'est très simple. Et imaginons que vous soyez sur une phase de sourcing, donc vous cherchez plusieurs prestataires, vous pouvez mettre en favori vos prestataires préférés. Donc Auteuil Insertion, je peux les ajouter dans ma liste de favoris en cliquant sur l'étoile ici. Et j'ajoute comme ça les prestataires qui m'intéressent pour ensuite leur faire une demande groupée. Imaginons une demande de devis ou pour leur relayer quelconque information ou dans l'objectif de rédiger un marché plus tard, les solliciter pour comprendre leurs services et produits et ainsi calibrer mon marché réservé de sorte que celui-ci ne finisse pas infructueux, par exemple. Donc ça, c'est un cas d'usage assez classique. Je vous donnerai en fin de webinaire peut-être quelques exemples d'acheteurs publics qui ont utilisé le marché de l'inclusion pour ce type d'usage, sécuriser un marché réservé, par exemple, ou relayer un marché avec un lot réservé. Donc, je vais revenir, ici. Donc le moteur de recherche vous permet aussi de vérifier si un prestataire est bien conventionné insertion ou handicap. Donc imaginons que vous ayez un prestataire avec qui vous avez l'habitude de travailler. Il vous semble que celui-ci travaille pour l'ESS, enfin travaille dans l'univers de l'ESS, mais vous avez un doute, vous ne savez pas s'il est conventionné, dans l'insertion ou le handicap ou s'il n'est pas du tout conventionné. Donc vous allez pouvoir le vérifier assez facilement en cliquant sur l'onglet Recherche par SIRET. Vous allez indiquer le SIRET ou le numéro de sirène ou le nom de la structure ici.
Donc, on peut faire un exemple, si quelqu'un dans le chat veut qu'on fasse un exemple, on pourra le faire tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à partager un numéro de SIRET d'une structure avec laquelle vous travaillez et qui selon vous, fait partie de l'ESS. Là, vous allez vérifier si cette structure, non pas fait partie de l'ESS, mais si elle est inclusive au sens insertion ou handicap. Et donc, il suffira simplement d'indiquer le numéro de SIRET, lancer la recherche, et si vous trouvez la structure, c'est qu'elle est forcément conventionnée par les services déconcentrés de l'État relevant du ministère du Travail, tout simplement. Donc, si vous ne trouvez pas à partir du numéro de SIRET, c'est que cette structure ne fait pas partie de l'insertion ni du facteur du handicap. Donc, je vais revenir à la page d'accueil, peut-être pour vous présenter une dernière fonctionnalité, et je pense qu'on s'arrêtera là et je passerai à vos questions si vous en avez. Donc, la fonctionnalité qui vous permet de calculer l'impact social d'un achat inclusif, ici. Donc, calculer l'impact social d'un achat. Vous indiquez le montant de votre achat, on va mettre 100 000 par exemple. Vous calculez mon impact et là, vous avez le résultat. Donc, on vous dit que cela contribue à 27 emplois durant un mois. Donc, ça vous permet, enfin, 100 000 € d'achat vous permet de mettre au travail, en quelque sorte, 27 personnes éloignées de l'emploi ou en situation de handicap pendant au moins un mois. Donc voilà, ça vous permet voilà, de vous rendre compte un peu de l'impact social que peut avoir vos futurs marchés réservés, vos achats de faibles montants auprès d'un prestataire relevant de l'insertion et ou du handicap. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du marché d'inclusion. Peut-être vous donner quelques exemples rapidement à l'oral d'acheteurs publics qui ont utilisé le marché de l'inclusion pour les cas d'usage que je vous ai présentés. Je pense notamment à la région Île-de-France qui, hier, a publié, par exemple, un marché réservé sur le marché de l'inclusion pour être sûr de toucher des prestataires inclusifs. Donc, il s'agissait d'un marché sur le secteur de l'assistance, enfin du support téléphonique. Donc, le marché de réservé a été publié sur Maximilien. Et ensuite, l'acheteur a décidé de relayer ce marché sur le marché de l'inclusion pour s'assurer que les prestataires inclusifs soient notifiés et ainsi maximiser ses chances d'avoir une mise en concurrence la plus optimale possible et ainsi éviter que le marché finisse infructueux. Alors cet acheteur public est peut-être passé par le marché de l'inclusion pour réaliser son sourcing en amont et calibrer son marché réservé. Ça, je ne le sais pas, peut-être que ça a été le cas. En tout cas, un cas d'usage assez basique et qui fonctionne très bien. Donc là, le marché réservé, l'acheteur public saura exactement sur son tableau de bord combien de prestataires inclusifs ont été notifiés et quels sont les prestataires inclusifs qui ont montré leur intérêt, qui, je l'espère derrière, vont se positionner sur le marché via la plateforme Maximilien. Donc voilà, ça vous permet aussi d'avoir une visibilité sur les prestataires qui ont été notifiés et ainsi être sûr que votre marché a touché suffisamment de prestataires inclusifs et en tout cas des prestataires concernés par votre marché réservé. Donc ça, c'est un cas d'usage assez classique. Je regarde si j'en ai d'autres en tête. On a aussi, voilà, je me souviens du ministère de l'Agriculture qui avait un besoin et grâce au marché de l'inclusion, a envisagé de réserver son marché. Donc initialement, ils avaient un marché classique avec une clause sociale dedans et grâce au marché de l'inclusion, ils ont réservé le marché parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait suffisamment de prestataires inclusifs pouvant répondre au marché via la fonctionnalité de sourcing inversé et le marché a été réservé. Donc voilà à quoi ça peut vous servir. Deux cas d'usage simples, relayer votre marché réservé et maximiser la mise en concurrence ou sécuriser votre futur marché réservé en faisant un sourcing inversé sur le marché de l'inclusion. Et derrière, je ne vous présente pas toute la partie tableau de bord parce que je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui, mais simplement vous dire en vous inscrivant et en testant les fonctionnalités que je vous ai présentées, le reste, donc tout ce qui est tableau de bord de suivi des prestataires ciblés, des prestataires intéressés par votre besoin, tout ça, ça se fait sur votre tableau de bord et ce sera assez intuitif pour que vous puissiez découvrir comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais fermer mon partage d'écran et je vais revenir du coup avec vous pour voir s'il y a des questions. Merci beaucoup Abdessamed, c'était très, très intéressant et effectivement, vous développez de nouvelles fonctionnalités régulièrement, donc c'est Effectivement. intéressant, voilà, de vous avoir à échéance régulière pour avoir les nouveautés. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Peut-être un retour, d'acheteurs qui utilisent déjà effectivement le marché de l'inclusion? Puisque maintenant ça fait combien de temps que le marché a été lancé? Il y a une certaine À peu antériorité? près 2 ans et demi, je crois Ouais, maintenant. c'est ça, voilà. Donc,
Alors peut-être moi j'ai Mmh. une question, vous en avez un peu parlé, mais est-ce que pour les autres structures de l'ESS, il y a une, voilà, une ambition de les intégrer à un moment ou... Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent, effectivement. On nous pose souvent la question suivante, et c'est souvent des questions posées par les acheteurs publics qui ont l'habitude de travailler avec l'ensemble des prestataires de l'ESS. Alors nous, notre mandat initial, hein, qui est issu du pacte Ambition IAE, porté par le ministère du Travail et par le Haut Commissariat à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Le mandat initial, c'est les structures conventionnées, Mmh. insertion et handicap. C'est le mandat, c'est le périmètre actuel, donc on s'y conforte aujourd'hui. Il est possible d'imaginer des évolutions, mais ce n'est pas aujourd'hui de mon ressort de décider si on peut ouvrir à l'ESS. Aujourd'hui, nous, on se concentre sur l'insertion et le handicap parce qu'on a remarqué que ces prestataires inclusifs étaient souvent méconnus. Je pense notamment aux, Mmh. aux structures de l'insertion qui sont moins connues que les structures du secteur protégé et adapté. Donc, notre but, c'est de les mettre en avant et de vous montrer en tant qu'acheteur public que vous pouvez aussi réserver certains marchés sur l'IAE et ou sur le handicap, et que cela est très simple d'accès, puisque avec les fonctionnalités que je vous ai présentées, vous avez la possibilité de sécuriser vos marchés. Donc aujourd'hui, c'est la cible, c'est la priorité, mais peut-être qu'un jour, on ira sur l'ensemble de l'ESS, mais c'est pas de garantie à ce niveau-là. D'accord, merci. Donc on a un retour, positif, dans le chat, hein, voilà, plateforme, couvre de nombreuses possibilités, paraît très pratico-pratique. Voilà, tableaux de bord seront précieux, je l'utiliserai dès que possible. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est une présentation très claire pour un sujet très dense, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a peut-être moi une question, aux participants et participantes, du jour si cela peut vous intéresser. Essayez de comprendre aussi, comment le marché de l'inclusion peut vous aider. Les cas d'usage que je vous ai partagés, est-ce qu'ils font écho chez vous? Quand je parle de sécuriser un marché réservé, quand je parle de, optimiser la mise en concurrence d'un marché avec lot réservé ou réservé, est-ce que ça vous parle? Et comment vous faites aujourd'hui, sans le marché de l'inclusion pour sécuriser un marché? Quelles sont vos pratiques? Simplement pour bien comprendre, aujourd'hui comment vous travaillez et si le marché de l'inclusion finalement, vous aide, à faire votre travail ou finalement ça vous apporte pas grand-chose. C'est vraiment important pour moi de le savoir. Donc on a les gens sur le chat. Nous avons un facilitateur, OK. Effectivement, le facilitateur des clauses sociales, c'est son rôle. Il faut savoir que les facilitateurs aussi utilisent le marché de l'inclusion. C'est un outil qui les aide pas mal puisque ça leur permet d'avoir une cartographie exhaustive de l'ensemble des prestataires inclusifs de leur territoire. Donc ça leur évite d'avoir un fichier Excel, qui se met à jour difficilement, et cetera. Donc les facilitateurs peuvent aussi vous accompagner en utilisant eux-mêmes cet outil, le marché de l'inclusion. Donc, n'hésitez pas, si votre facilitateur n'utilise pas encore cet outil, à lui présenter, pour qu'il puisse avoir, ce réflexe et que vous soyez sûr, de toucher l'ensemble des prestataires et que vous ne passiez, à côté, d'aucun potentiel marché réservé. Je sais qu'on a eu des acheteurs publics qui, malheureusement, ont découvert le marché de l'inclusion un peu trop tard et ont, découvert qu'ils auraient pu réserver un lot ou réserver un marché. Bon, c'est pas grave pour cette fois-ci, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à en parler aussi à vos facilitateurs. Peut-être, une question moi qui me vient, qui est en lien avec ce que vous dites, c'est la manière dont vous travaillez avec les réseaux. Je pense notamment, à l'UNEA, au GESAT, Mmh. au réseau Insertion. Mmh. Voilà, vous avez des partenariats avec eux? Al alors oui, des partenariats, alors, au-delà des partenariats, comment ça se matérialise? Parce que je pense que c'est ça qui va intéresser, les participants du jour. Alors tous les réseaux, qui représentent donc ces structures de l'insertion et du handicap, sont, en lien avec le marché de l'inclusion de différentes manières. Il faut savoir que quand vous utilisez le marché de l'inclusion en tant qu'acheteur public, vous diffusez, imaginons un appel d'offres, un marché réservé ou vous lancez un sourcing inversé, les réseaux en prennent connaissance et peuvent vous accompagner si vous en avez besoin. Bon, c'est vraiment au besoin. Les réseaux sont là pour accompagner et vous aider à faire le lien avec certains prestataires. Je pense notamment, à un marché récent qu'on a malheureusement loupé, mais qui est un bon cas d'usage, hein, mais pour le coup, c'était dans le privé. C'était un acheteur privé qui avait un appel d'offres d'envergure, donc l'achat de 10 000 webcams à livrer sur plusieurs sites en France, donc un gros appel d'offres privé. Et les réseaux, leur rôle à ce niveau-là, ça a été de mettre en lien les structures de l'insertion et du handicap pour pouvoir répondre collectivement à cet appel d'offres, ou en tout cas amener l'acheteur privé à calibrer cet appel d'offres en fonction des capacités des structures, en fonction de leur territoire et de leur domaine d'activité.
Donc, c'est ça le but des réseaux, un peu comme ce que peut faire le facilitateur, mais sur tout type de besoin. Les réseaux sont là via le marché de l'inclusion pour vous aider. Donc, ils reçoivent les besoins que vous diffusez sur le marché de l'inclusion et ils peuvent vous solliciter pour vous proposer leur aide ou inversement aider leurs adhérents à répondre à vos appels d'offres, marché réservé, etc. Donc voilà un cas d'usage qui matérialise un peu comment travaillent les réseaux avec le marché de l'inclusion. Merci beaucoup. Donc voilà, effectivement, dans le chat, voilà, des acheteurs qui ont des liens avec réseau et facilitateurs. Donc voilà, c'est un outil qui vient en complément Mmh. de voilà, des partenariats qui peuvent déjà exister effectivement. Tout à fait. En fait, c'est un outil en plus et c'est un outil qui vous permet d'avoir aussi la main. Je vois par exemple Catherine qui a un commentaire intéressant. Catherine a signé une convention avec le réseau GESAT, donc pour la partie ESAT et entreprises adaptées, et avec l'EPEC qui est facilitateur, donc pour la partie close. Le marché de l'inclusion, c'est l'outil qui va vous permettre aussi de gagner un peu en autonomie aussi pour vous-même, en amont d'un projet d'achat, vous rendre compte s'il existe des prestataires inclusifs sur tel secteur d'activité, etc. Bien évidemment, le GESAT, l'EPEC vont permettre d'avoir des informations encore plus qualifiées, puisqu'il y a de la prestation intellectuelle. Nous, on ne vous apporte pas de prestation intellectuelle, on est un simple outil, mais qui vous redonne aussi un peu la main sur votre travail d'acheteur et surtout sur vos achats socialement responsables. Parce que si on veut faire plus d'achats socialement responsables, on a besoin d'acteurs comme le GESAT, on a besoin de facilitateurs, bien évidemment. On a aussi besoin de donner un peu d'autonomie et des outils aux acheteurs publics pour que vous puissiez aussi, en amont d'un projet d'achat, avoir le réflexe de se dire: «OK, j'ai un besoin, est-ce que je ne pourrais pas faire appel à un prestataire inclusif tout simplement?» Et vous rendre compte qu'en fait, oui, sur plus de 150 domaines d'activité, vous allez pouvoir faire appel à un prestataire inclusif. Super. Bah, effectivement, je pense que c'est, voilà, intéressant de dire que c'est un outil, qui complète l'offre des facilitateurs et des réseaux. Alors en Île-de-France, on pense aussi, au Graphi, à la Crèce Île-de-France, voilà, qu'on vous encourage à contacter aussi pour vos sourcings. Hem Et bah, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, pareil, hein, donc le support, pourra, enfin, en tout cas, le replay pourra vous être transmis et puis Abdessamad, si on a des questions qui nous parviennent, voilà, je me permettrai de vous les transférer. Ça me va, Heu, parfait. super et ben, je vous remercie beaucoup, Merci à vous du pour coup, l'invitation. pour cette intervention très intéressante et bonne journée. Merci, très belle journée à tous et toutes. Au revoir. Au revoir. Et je vous propose du coup qu'on passe sur un autre sujet. On a un atelier, très riche, aujourd'hui puisqu'on va laisser la parole, du coup à Terre EFC, donc pour économie de la fonctionnalité et de la coopération, et donc à Romain Domicy et à Stéphanie Auville. Voilà, donc que je remercie d'avoir accepté cette invitation et à qui je laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi, je suis Stéphanie Auville, je suis déléguée générale du club Terre EFC Île-de-France. Et puis, Romain, je te laisse te présenter. Romain Domicy, moi je suis intervenant chercheur au sein d'un laboratoire qui s'appelle Atemis, qui est donc une structure qui fait, comme son nom l'indique, et de l'intervention et de la recherche. Le « et » est important puisqu'on fait les deux en même temps. On n'a pas des chercheurs d'un côté et des intervenants de l'autre. Et notamment, on est parmi les membres fondateurs du club Terre de FC Île-de-France, très impliqués dans ce club. Et c'est à ce titre-là, notamment, que j'interviens ici. Puis je pourrais vous dire 2-3 choses de plus un peu après. Est-ce que tu veux partager, tu partages l'écran? Oui. Ouais. Moi, je vais vous dire 2 mots très, très rapides sur le club. Juste vous expliquer qu'en fait, des clubs, il y en a un peu partout sur le territoire, que l'économie de la fonctionnalité, ça fait déjà une bonne quinzaine d'années qu'il y a des économistes et des ergonomes qui travaillent sur le sujet. Avec une conviction, profonde qui est qu'on ne peut pas avoir de transition, sociale et environnementale sans une, véritable transition économique et ça nécessite de mettre un petit peu, ou même beaucoup en fait les mains dans ce que c'est qu'un modèle économique, ce que devrait être un modèle économique, et donc c'est vraiment là-dessus que ces clubs qui sont bien répartis sur l'ensemble du territoire, travaillent. Donc nous, nos missions au sein de Terre EFC, Île-de-France,
c'est vraiment de sensibiliser à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je pense que dans le reste de la présentation, on va vraiment parler d'EFC. Ce sera plus court. Donc voilà, nous, notre mission, c'est sur le territoire francilien donc de sensibiliser tout type d'acteurs publics, acteurs économiques. Donc ça peut être des collectivités, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, des entreprises qui sont engagées dans l'ESS. On a très déciloté. Donc c'est nourrir l'action et les projets locaux, et c'est renforcer en fait cet écosystème EFC en Île-de-France. Pour ça, on intervient dans un certain nombre j'ai des têtes de réseau au sein de collectivités. Si tu peux passer. Voilà. On a des témoignages d'entreprises déjà embarquées dans ce modèle en fait qui fait partie des nouveaux modèles économiques. On préfère nous parler de trajectoire, et je pense que Romain pourra revenir sur ce sujet. Donc des interventions publiques, des visites apprenantes, on fait même des apéros afterworks, et donc des témoignages et des groupes thématiques. Voilà, donc c'est des activités assez riches, et c'est dans ce cadre-là, si vous voyez sur la slide à droite, qu'on est là aujourd'hui, un atelier découverte de l'EFC sur un sujet bien particulier qui est la commande publique. Et c'est aussi une intervention publique puisque c'est organisé donc dans le cadre de votre atelier achat responsable au sein du GIP Maximilien. Voilà pour cette petite introduction. Je pense que voilà, maintenant la question c'est qu'est-ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, l'EFC? Et là, je vais céder la parole à Romain. Merci Stéphanie. Attends, ouais, c'est bon, j'avais bien ouvert le micro, c'est bon. Alors, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, en fait, c'est une proposition en fait, qui cherche d'abord à engager une rupture entre une logique qu'on qualifie d'industrielle pour aller vers une logique qu'on qualifie de servicielle. Alors, ce n'est pas une option qu'on prend juste parce que on a envie de créer quelque chose de neuf, c'est appuyé en fait sur un constat que la logique industrielle, en fait, qui nous guide, ou plutôt qui est dans nos têtes depuis pas mal de temps, en fait, commence à choper. Je vais revenir là-dessus. Mais déjà, peut-être pour dire une première chose, c'est que derrière la question de la logique industrielle, il n'y a pas uniquement les activités de l'industrie. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est finalement la logique industrielle, mais cette logique industrielle, ce n'est pas juste réservé aux activités de transformation de matière, c'est une logique qu'on retrouve aujourd'hui diffusée dans l'intégralité des activités. Alors, qu'est-ce qu'on appelle logique industrielle? Alors d'abord, la logique industrielle, on la qualifie d'industrielle parce que, en fait, elle voit le jour il y a 250 ans à peu près, au moment de ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Alors, moi, j'aime bien donner comme date de naissance, comme archétype de cette logique industrielle, l'ouvrage d'Adam Smith sur l'enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, qui sort en 1776, et dans lequel, en fait, on trouve un condensé d'une pensée du développement économique par l'industrie. En fait, ça passe de cette idée, vous savez, pour être très, très schématique, hein, on a une pensée qui pose, notamment en France, via un courant de pensée qui s'appelle des physiocrates, que le développement économique est assis sur l'agriculture, avec cette image, il suffit de mettre un grain de blé dans le sol et on récupère un épi. Donc, le mot de croissance, vous voyez, est commun entre les plantes et la croissance économique. On a comme ça une lecture du développement par le renforcement de l'agriculture. Et puis, au XVIIIe siècle, on voit émerger les manufactures, c'est ce dont est témoin Adam Smith. Et en fait, il va élaborer cette hypothèse qui, depuis, s'est beaucoup développée, que finalement, le développement économique passait dans la capacité, dans la puissance industrielle des États, leur capacité à fabriquer beaucoup de biens très rapidement, etc. Et en fait, au-delà de l'objectif ou de la définition de ce qui fait développement, il y a aussi toute une question sur la manière de penser. Vont se développer des repères, des manières de penser. Pour certaines, on voit bien comment elles ont été, comment elles s'ancrent, par exemple, sur la question de la productivité. La productivité, c'est aller plus vite. C'est le faire aussi par notamment des économies d'échelle, par un passage par le volume. On va avoir aussi un mode de pensée où on va penser plutôt en termes de transactions plutôt qu'en termes de construction dans le temps long. À vrai dire, le temps n'existe pas tellement dans cette pensée industrielle, hein, c'est vu comme
comme une répétition à chaque fois des mêmes choses. On va avoir une pensée aussi à travers la figure du marché. Alors là, vous êtes bien placé pour le reconnaître, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait, avant même d'avoir commencé à travailler ensemble, régler l'intégralité de la valeur dont on va obtenir, enfin qu'on va obtenir par notre coopération. On a une manière d'évaluer qui est plutôt pensée autour des enjeux de la conformité. Et en fait, ça va se passer sur… et un dernier point, c'est penser le travail comme l'exécution de ce qu'on avait prévu et non pas comme une activité dans laquelle on est toujours pris à défaut, puisque le réel est bien plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Et puis finalement, le travail comme un investissement de chacun pour tenir dans le réel, finalement, des intentions qui étaient ceux de la programmation. Et ça, vous voyez, ça existe. Si je reprends l'exemple d'Adam Smith, quand on parle de la manufacture d'épingles, pour ceux qui ont suivi un cursus économique, vous avez sans doute entendu parler plein de fois de cette manufacture d'épingles, où vous voyez, du moment où on dessine sur un papier le schéma de l'épingle future, bah, finalement, elle existe pratiquement déjà. Et il suffirait d'appliquer ce qu'on avait prévu et programmé pour produire ces épingles. Mais la valeur de l'épingle n'est pas posée. Il y a comme ça un texte humoristique sur l'économie qui dit on peut fabriquer, nous dit Adam Smith, 1000 fois plus d'épingles en faisant de la division du travail. La question, c'est à quoi ça va nous servir d'avoir 1000 fois plus d'épingles? Cette question n'est pas posée dans la logique industrielle. On part de l'idée que avoir plus d'épingles, c'est forcément avoir plus de valeur. Mais ce qui est vrai pour les épingles, pour les produits industriels, pour les produits manufacturés, va petit à petit se diffuser ailleurs. Ça va se diffuser du côté, par exemple, de l'enseignement, où on va dire qu'un bon chercheur, c'est quelqu'un qui produit beaucoup d'articles. On ne sait pas très bien en quoi ça fait avancer de la science d'avoir beaucoup d'articles, mais il y a cette hypothèse, c'est a priori que plus on produit d'articles, plus on produit de science. On va le trouver du côté de l'hôpital, dans lequel, par exemple, le fait de démultiplier des actes, c'est produire de la santé. Et on voit aujourd'hui notamment qu'il y a pas mal de discussions, de mise en discussion de cet aspect-là. En fait, pour caractériser la logique industrielle, moi j'aime bien utiliser une expression alors, qui vient d'un économiste plus récent qu'Adam Smith, qui est Milton Friedman, qui dans les années 70, notamment, forge ce pseudo-concept, ce n'est pas complètement un concept, du as if, on va faire comme si. C'est-à-dire, on sait que la production d'un service n'est pas la production d'un bien, mais on va faire comme si ça répondait aux mêmes règles. On sait qu'on ne peut pas uniquement parce qu'on l'a prévu réaliser de la valeur, qu'il y a des choses qui se jouent en vrai, mais on va faire comme si c'était possible. On sait qu'on ne peut pas complètement connaître à l'avance les besoins de nos interlocuteurs, de nos clients, mais on va faire comme si on était capable. Un producteur lui-même ne sait pas à l'avance l'utilité de ce qu'il a produit, mais on va faire comme si cette utilité était observable. Je vais prendre un exemple. Alors, je ne veux pas donner l'impression que c'est pour critiquer ou quelque chose du propos qui s'est tenu juste avant que j'ai trouvé très bon. Mais vous voyez, sur l'insertion, on peut penser que parce qu'on donne des heures d'insertion, ça réalise de l'insertion. Et en fait, la réalité de l'insertion, elle dépend beaucoup de la qualité de la relation d'accompagnement entre un encadrant et l'inséré, qu'on ne peut pas connaître à l'avance. Et deux insérés ne se ressemblent pas, puisque l'un des, pardon pour l'expression d'inséré, mais deux personnes en situation de difficulté face à l'emploi n'ont pas les mêmes difficultés. Il n'y a pas deux difficultés qui se ressemblent. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'un travail d'insertion. C'est tout le professionnalisme des personnes qui font ce travail d'insertion. Mais on peut faire comme si le fait d'avoir X heures d'insertion produirait nécessairement de l'insertion. En fait, là, on tombe sur une des difficultés qui est que non, ça ne marche pas comme ça. Mais de la même manière, vous voyez, je pourrais penser que faire un beau PowerPoint et parler 1 heure, ça suffit pour faire comprendre l'UFC. En fait, ça dépend beaucoup de l'auditoire, de ce que vous-même vous avez déjà fait, et puis de la qualité du moment dans lequel on se trouve. Et donc ça, ce sont des choses qui sont non maîtrisables, mais qu'on rencontre systématiquement. D'ailleurs, c'était aussi présent dans la toute première présentation sur la question de la réparabilité, où l'enjeu de l'usage, qu'est-ce qui décide effectivement les gens à se mettre à réparer leur matériel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir de manière anticipée. Pour autant, c'est déterminant, parce que si face à une situation, on ne met pas son produit à réparer, en fait, on fait tomber tout ce qui a été prévu pour que ça tienne. Donc, c'est cet intérêt, on pourrait dire, dans l'EFC, la rupture qu'on va proposer, c'est en fait le constat que la logique industrielle seule,
elle ne permet pas de répondre à énormément des défis qu'on rencontre aujourd'hui. D'une part, elle fait face à des impasses, on pourrait dire assez lourdes. Typiquement, je vous ai dit, le développement est pensé dans une logique de volume. Et on le comprend, Adam Smith, au moment où il élabore cette pensée, ou le socle de cette pensée, il est dans un monde où, en fait, il est dans un monde encore en expansion. On découvre des nouvelles ressources tous les jours, des nouvelles terres. En fait, la Terre grandit à ce moment-là. Et donc, c'est une économie qui pense dans une situation d'opulence relative, on va dire, sur les questions de ressources, sur les questions de place, sur les questions de population. Tout ça est vu comme devant croître et n'ayant pas complètement de limites. On a quand même pris conscience depuis des limites, que ce soit en termes de ressources, mais aussi des limites sociales, etc. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'en fait, cette logique de volume qui est complètement consubstantielle à la logique industrielle, en fait, on y est confronté. Et avec un truc, on tombe sur des paradoxes. Je vous en donne un, par exemple, qui est très important, notamment dans la naissance du club Terre de FC Île-de-France, qui est celui du déchet, où les opérateurs, par exemple, qui créent des grands incinérateurs, voient d'un mauvais œil la réduction du volume de déchets, parce qu'en fait, ça met en danger le volume économique de l'incinérateur. Et avec un truc, on avait eu d'ailleurs en 2007 le démarrage des discussions qui était sur un paradoxe à la fois qu'on trouvait en Île-de-France et qu'on avait trouvé dans la région à l'époque du Nord-Pas-de-Calais, où après un travail d'étude sur la gestion des déchets, la conclusion c'était « il nous faut plus de déchets ». Et en même temps, le service développement durable qui sort cette conclusion se dit là, il y a quand même un problème. Si pour être efficace dans la gestion du déchet, il nous faut plus de déchets, en fait, c'est antinomique avec notre propre mission. Et en fait, on a vu là vraiment une forme consacrée, on pourrait dire, de cette impasse du modèle, de ce mode de pensée. Ensuite, au-delà des enjeux environnementaux, il y a aussi des enjeux liés au travail. C'est-à-dire que le modèle industriel met sous l'éteignoir complètement ce que c'est la nature du travail, la qualité de ce travail. Vous voyez bien que dans ce que je suis en train de faire, là, par exemple, ça ne correspond pas à la programmation. Si je passais mon temps à lire une fiche que j'avais devant moi, ce serait extrêmement ennuyeux. Alors là, je ne vois pas vos visages, donc je ne sais pas si ça vous ennuie plus que ça. Je vois celui de Louise Vidal et celui de Stéphanie, mais celui de Stéphanie, je sais qu'elle est embarquée dans l'affaire, mais qui me permet de jauger. Et vous voyez, c'est cet effort du réel qui, en même temps, permet de voir, de régler le propos. Et ça, encore une fois, ce n'est pas un truc qui s'anticipe. Et en même temps, c'est là où on voit le sens en direct, on pourrait dire, du travail dans lequel on est embarqué. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est confronté à un mouvement de fond, quand même, autour de de ces notions qu'on a autour du peak quit, du burn-out, du bore-out, du quiet quit, enfin toutes ces expressions. Alors, elles sont toujours mises à l'anglo-saxonne, mais qui, en fait, expliquent l'ennui au travail, le surmenage, le fait aussi de ne pas tenir face à une charge de travail qu'on a, avec les questions de sens au travail, et qui sont en fait, des formes qui émerge notamment du fait de l'hyper-industrialisation du travail. Si votre travail n'a de valeur que parce qu'il est l'exécution d'une procédure pensée par un autre, ça ne fait pas beaucoup de valeur en fait. Et surtout, ça met en contradiction ce qui vous porte, vous, au quotidien et ce qu'il y a sur le papier, qui est cette procédure. Ensuite, il y a aussi d'autres demandes sociales. C'est-à-dire qu'à l'époque de Smith, il n'y avait pas une demande constituée sur les éléments que vous avez posés juste avant, c'est-à-dire une demande sociale d'une attention à la société, d'insertion, de développement durable, de respect de l'environnement et des personnes. Ce n'était pas une demande sociale à l'époque d'Adam Smith. Aujourd'hui, c'est quand même devenu particulièrement prégnant dans beaucoup d'activités économiques. Et d'ailleurs, du côté de la commande publique, il y a aussi eu une longue construction d'une responsabilité de l'achat qui s'est traduite par notamment des actions comme celles que vous menez aujourd'hui, qui cherchent à encore approfondir cette capacité à développer une commande publique durable et pas simplement une commande publique économe, puisque ça aurait pu être, on pourrait dire, la formule qui précède cette prise de conscience des questions de durabilité. Donc tout ça pour dire que, dernière transformation, en plus, le monde a pas mal changé. C'est-à-dire, si l'industrie pouvait être vue comme le moteur il y a encore une soixantaine d'années, aujourd'hui, on le sait bien, les emplois sont principalement des emplois de services. Les activités sont leur contribution au PIB, par exemple,
si on met de côté ce qu'on peut penser du PIB, on va dire ça comme ça, mais la contribution à la valeur ajoutée dans notre pays est principalement une contribution de services. Et enfin, on a aussi une transformation des activités, y compris industrielles elles-mêmes, où la part des dimensions relationnelles et servicielles est extrêmement importante. C'est-à-dire que vous n'avez pas aujourd'hui une usine de l'automobile, par exemple, d'assemblage automobile, où chaque semaine, il n'y a pas un temps de discussion sur la programmation de la production, du fait notamment de la complexité des biens que l'on produit aujourd'hui. Vous connaissez tous la formule d'Henry Ford, hein, la Ford E-T, le client peut choisir la couleur tant que c'est noir, ce qui ne donne pas beaucoup de variété dans le modèle. Aujourd'hui, une automobile, c'est à peu près 1 million de possibilités de personnalisation entre la motorisation, l'habitacle, les équipements intérieurs, la couleur, etc., qui fait qu'il n'y a pas deux voitures qui se ressemblent sur une chaîne. On est assez loin des temps modernes de Chaplin. Hein. On est plutôt sur quasiment une fabrication à façon, mais industrialisée. Tout ça donnant finalement un besoin de relationnel extrêmement important. Alors, pour continuer, hop. Donc l'EFC, ce qu'elle cherche à faire, c'est actant de cette perte de pertinence d'une logique industrielle qui a connu quand même en 250 ans des belles heures, face notamment au développement de nouveaux enjeux, la proposition d'essayer d'élaborer une nouvelle logique. Et de faire, on pourrait dire de manière un peu analogue à ce qu'a fait Adam Smith, hein, qui est témoin de son époque de l'élaboration de cette logique industrielle, parce qu'il voit émerger l'industrie comme un acteur de la puissance productive des États, de regarder qu'est-ce qui se passe du côté des services. C'est-à-dire, comment on arrive à élaborer une logique qui soit pertinente, cohérente, au regard des enjeux, on pourrait dire globaux que l'on rencontre, mais aussi au regard de la réalité du travail dans laquelle on est embarqué aujourd'hui. Et avec comme idée, hypothèse, qu'on peut trouver du côté de ces enjeux de transformation vers un monde plus serviciel, finalement, des réponses qui permettent d'intégrer à la fois les enjeux de développement économique, mais aussi tous les enjeux de développement durable. C'est-à-dire, le but, c'est pas, on n'a pas comme visée derrière l'EFC de se dire il faut réduire l'activité économique. On a plutôt l'idée d'organiser sa transformation pour qu'il n'y ait pas cette dichotomie qui existe aujourd'hui entre développement économique versus prise en charge des enjeux environnementaux et sociaux. Donc là, de regarder comment les deux peuvent trouver une forme d'intégration. Alors, je vais aller très vite là-dessus, mais un service, vous voyez, dans la logique industrielle, je vous ai dit, on étend la logique industrielle au service, alors qu'en fait, on passe à côté de ce que c'est finalement la spécificité d'un service. Alors, j'ai une belle illustration. Ce que je suis en train de faire, là, c'est une activité relationnelle et servicielle. On n'est pas dans la production d'un bien. Alors, même si en simultané, on produit un bien, puisque va se produire une vidéo, donc c'est bien, on a une comparaison entre la production d'un bien transférable, la vidéo, et d'un autre côté, une production en direct qui caractérise notamment la production de services. Le premier point, c'est notamment le fait qu'un service est nécessairement coproduit. C'est-à-dire que je ne produis pas tout seul mon propos, là, en fait. Vous y contribuez. Alors, si par exemple, quelqu'un qui a coupé sa caméra est parti prendre un café, je ne produis plus rien pour lui. Et donc, vous voyez, là où, par contre, du côté des biens, hein, si je regarde la vidéo, je continue à produire la vidéo, indépendamment de celui qui va la regarder. Là, on a un point où elle sera nécessairement produite à terme. Par contre, le service, il dépend aussi de vous. D'ailleurs, si vous avez eu une formation en économie, si vous avez déjà entendu parler d'Adam Smith, de EFC, etc., ce que je dis n'a pas la même portée que si vous le découvrez. Je donne souvent un exemple dans mes présentations. Si je fais le même exercice, non pas à des acheteurs ou à des personnes qui ont cette maîtrise de l'achat public, mais à ma fille qui a 13 ans et qui ne connaît pas ni le monde professionnel, ni encore moins celui des achats publics, ma capacité à produire de la valeur, elle va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Ça va me demander beaucoup plus d'efforts pour produire l'équivalent, on pourrait dire, de ce que je suis capable de produire ici. Ensuite, il y a un point, c'est que vous voyez que autant la vidéo, j'aurais pu la produire tout seul dans mon coin, je me serais filmé devant mon ordi à faire cette même vidéo, autant le service, si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Et donc là, il y a aussi un point, c'est qu'il faut organiser une rencontre. Ce qui pose tout de suite les questions d'accès. Vous voyez que si je fais cette présentation en langue anglaise, par exemple, ou encore plus exotique en chinois, ça va rompre votre capacité d'accès à ce que je raconte. Et donc, on a besoin de penser des conditions d'accès temporelles, culturelles, tout un tas d'autres conditions en fait, qui se jouent ici. Mais on peut aussi parler des conditions, par exemple, psychologiques. C'est si vous êtes préoccupé par une autre question, si par exemple, parmi les gens dans l'assistance, il y en a qui ont
un appel d'offres à produire pour demain matin, il y a des chances que leur esprit soit plutôt sur leur appel d'offres de demain matin plutôt qu'avec nous, là, à écouter ce que je raconte. On a aussi un truc, c'est que l'effet de ce que je suis en train de produire, déjà, il est très dur à caractériser. Vous voyez, ma production de valeur, autant je sais dire, ça fait une vidéo qui va faire X minutes à la fin, autant ce que je suis en train de faire là, pour mesurer la valeur qui est derrière, pour évaluer cette valeur, c'est quand même assez compliqué parce que ce n'est pas la même pour chacun d'entre vous. On pourra à la fin avoir une discussion pour essayer d'objectiver un peu cette valeur, mais il n'est pas certain qu'on arrive à le faire. Ensuite, vous voyez que ça mobilise des ressources qui ne sont pas… les ressources matérielles sont quand même importantes. Si je n'ai pas un ordi, une caméra et de l'énergie, je ne produis pas grand-chose. Mais les ressources principales, en fait, c'est à la fois des ressources qui sont liées aux compétences, les miennes, les vôtres, parce que, encore une fois, si c'est ma fille, ce n'est pas exactement le même niveau de compétences. Mais c'est aussi des ressources, par exemple, la confiance, qui est assez importante. Je n'ai pas mis en étendard mon diplôme de docteur en sciences économiques avant de parler, mais vous voyez que la confiance que vous avez dans le GIP Maximilien, la confiance qui s'est constituée entre le GIP et le club donne une certaine légitimité à la parole qui est proposée ici. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe comment que ça se construit, mais cette confiance, elle a une incidence sur la valeur. Si vous êtes défiant vis-à-vis des économistes, comme je le suis, finalement, vous allez vous dire qu'est-ce qu'on nous raconte, est-ce que c'est très fiable, etc. Vous voyez, cette confiance devient aussi une ressource extrêmement importante. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que ça nous offre, ça mobilise des ressources qu'on peut potentiellement développer à l'usage. Ce qui n'est jamais vrai des ressources matérielles. L'énergie que j'utilise pour faire fonctionner mon ordinateur, elle est consommée, elle ne va pas se développer à travers l'usage. Alors que mes compétences, les vôtres, la confiance que l'on a entre nous, la pertinence de l'organisation, tout ça peut se développer à travers l'usage. Autant dire qu'on a derrière finalement cette question un enjeu, un potentiel qui est qu'à travers ce décalage vers les questions servicielles, on ouvre la possibilité de penser un développement immatériel et donc qui a cette vertu de pouvoir penser une création de valeur supplémentaire sans pour autant que cela passe par une augmentation de la prise sur les ressources. C'est l'enjeu central de l'EFC, avec derrière, du coup, un enjeu central qui est comment on a une attention au travail réel, à l'usage, parce qu'il y a le travail, on pourrait dire, quand on est dans une relation comme celle-ci, mais il y a toute cette question de l'usage, de l'utilité concrète de ce que l'on mobilise. Par exemple, vérifier que le travail d'insertion s'opère bien concrètement, ou vérifier que la réparabilité est bien opérée concrètement. Donc, c'est cette attention au réel qui est notamment beaucoup présent dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Donc, en fait, si on prend au sérieux ces enjeux, ça nous donne finalement un besoin de penser autrement. Ce qu'on met derrière la valeur, c'est quoi le contenu de la valeur, c'est quoi le contenu de la productivité, c'est quoi les ressources stratégiques, c'est quoi les investissements nécessaires, c'est quoi le rapport finalement au territoire qu'on a besoin de construire, les formes du travail, les formes de management. Toutes ces questions-là, en fait, deviennent à renouveler. Alors, je ne vais pas vous faire tout le renouvellement de toutes ces ressources, puisque j'ai un temps imparti relativement restreint, et l'objectif, c'est aussi de laisser du temps à la discussion, sinon on tomberait en une relation de service assez bizarre où il y aurait juste un exposé. Alors, vous voyez que quand on pose tout ça, maintenant, c'est comment on le situe par rapport à la commande publique. Alors, en fait, il y a quelques années, alors je crois que c'est en 2015, je ne suis plus très sûr de la date, mais on a un premier constat qui est fait, notamment en discussion avec l'OPSAR, que vous devez connaître, qui est qu'on a une intuition partagée. C'est-à-dire, du côté des acheteurs publics, l'idée qu'il y a besoin de trouver des nouveaux modèles économiques, d'autres manières, en fait, d'autres modèles plus vertueux, et donc ça se traduit notamment par tout ce qui a été présenté avant, et ça continue de se faire comme ça. Mais avec un truc, c'est que les acheteurs nous disent, on a une difficulté, c'est que quand on est ambitieux d'un point de vue environnemental, on ne trouve pas de réponse. On a des acteurs économiques qui ne sont pas prêts. Et de l'autre côté, on a des acteurs économiques que nous, on accompagne à Thémis et qui se trouvent dans les clubs, qui eux disent, nous, on a des modèles économiques vertueux qui cherchent à faire de l'éco de la fonctionnalité de la coopération et qui ont une capacité à prendre en charge des enjeux environnementaux et sociaux, mais ça ne correspond jamais à ce que veulent nous acheter les acheteurs. Et donc là, on a un paradoxe qui est que les deux essayent de se rencontrer, mais ne se rencontrent pas. Et donc, on commence un travail dans le cadre notamment de l'Institut européen de l'éco de la fonctionnalité et d'un club qui est situé dans les Hauts-de-France qui s'appelle le club Noé,
on commence un travail sur ces questions de la rencontre, ou plutôt de la non-rencontre. En fait, on constate assez vite que, à la fois du côté des entreprises et des acheteurs, on a des sortes de conclusions hâtives sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Il y a du côté des entreprises quelque chose que vous pouvez entendre, mais les acheteurs ne comprennent rien à ce qu'on fait, ou ils ne comprennent pas la vertu de ce qu'on fait. De l'autre côté, aussi côté entreprise, souvent c'est ce truc de dire, mais il faudrait se libérer des contraintes, oubliant que quand même les contraintes auxquelles vous êtes confrontés, c'est des garanties démocratiques du bon usage de la dépense publique. C'est quand même pas rien en tant que citoyen que de savoir que cette dépense publique, elle est quand même justifiée. On pourrait dire ça de manière un peu large. Et puis, du côté des acheteurs, de temps en temps, un truc de dire, nous, on voudrait bien, mais il faudrait convaincre les élus qui souvent ne nous suivent pas ou ne nous aident pas à prendre un peu plus de liberté sur la manière de concevoir. Et donc, on a cette truc où, en gros, c'est complètement irréconciliable. Alors, rapidement, donc je vous ai dit, ça je vais peut-être le passer très vite, mais on a eu un travail donc, dans les Hauts-de-France avec le CERD, ensuite avec le Club Noé. Voilà, là vous avez les dates en 2015, et puis on continue avec un atelier commande publique et EFC qui se constitue dans l'Institut européen de l'éco de la fonctionnalité et de la coopération. Alors un premier point, c'est que la commande publique, comme toutes les activités économiques, n'échappe pas finalement à cette logique industrielle qui existe. Et à vrai dire, la reprise par exemple du terme du marché comme forme, on pourrait dire, centrale de cette commande publique, elle est assez symptomatique. C'est-à-dire que dans le marché public, on a une élaboration par le demandeur d'un côté, qui ensuite émet son appel d'offres, et puis des gens qui répondent à cette offre et qui positionnent on pourrait dire des propositions, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en faisant comme si on était capable de maîtriser le réel de la réalisation ensuite. Et puis, on se rencontre, en fait, c'est une rencontre de papier, et une fois qu'on a signé, en fait, c'est presque comme si la valeur était réputée obtenue du moment où on a signé le marché. Et ensuite, ça devient juste du contrôle de conformité dans toute la continuité. Et donc ça, on peut dire, c'est les règles du jeu, c'est ce qui encadre aujourd'hui la forme de la commande publique. Et donc ça limite pas mal, en fait, une capacité à prendre les enjeux du développement durable concrètement. On va les prendre sur le papier en faisant tout ce qui a été évoqué dans les deux interventions précédentes qui permettent d'améliorer, on pourrait dire, le processus amont. Mais ensuite, dans la conduite, on est un peu piégé par cette question de la conformité. En fait, un devoir de réaliser ce qu'on avait prévu de faire, on pourrait dire presque contre le réel. C'est-à-dire même si la réalité nous oriente vers autre chose, on est juste embêté par le réel et pas à l'échelle de cette dimension. Avec un point d'ailleurs qui s'est rajouté, on pourrait dire du côté du travail, là pour le coup des acheteurs publics, qui est aussi la démultiplication des indicateurs, des attentes, de ce qu'il faut mesurer, suivre, etc. En fait, se traduit par une démultiplication de la complexité des marchés à construire, et ensuite la complexité des marchés à suivre. Et donc, on a une augmentation de la charge de travail du côté des acheteurs du fait de cette complexité. Et vu ce qui se présente devant nous, ce qui a encore été présenté sur l'indice de réparabilité qui demain deviendra un indice de durabilité, et puis en fait l'augmentation de plus en plus grande avec notamment le besoin de sourcer, de rendre durable, responsable un certain volume des marchés, puis ensuite intégrer de la clause d'insertion dans un plus grand nombre de marchés, etc., fait que ça ne va pas s'arranger. On va avoir une complexification toujours plus grande, on pourrait dire, de la conception initiale de ces appels d'offres et de ces marchés. Donc, avec un premier point du coup assez important à avoir en tête, c'est que le périmètre de l'acte d'achat, ça ne permet pas complètement de sortir de cette logique industrielle. Heureusement, il y a d'autres formes d'intervention publique, je ne vais pas en parler là, mais qui permettent aussi de faire basculer quand on a on pourrait dire des besoins entre collectivités et acteurs économiques qui ne trouvent pas de possibilités dans la commande publique, aussi de les faire basculer dans des formes de co-intervention. On a les sociétés d'économie mixte, on a les SIC, on a d'autres formes d'intervention. Maintenant, ça n'empêche pas de se dire, mais dans le périmètre de l'achat, qui est quand même assez important, comment on repense ces trajectoires, c'est-à-dire la coopération qui peut se mettre en place entre des offreurs et des demandeurs dans le cadre de cette action particulière. Alors, dans l'avant, on a quand même des possibilités de faire mieux. Et là, les deux présentations qui ont été faites sont typiquement dans ce qu'on peut faire pour faire beaucoup mieux, notamment sur les questions d'analyse du besoin, c'est-à-dire comment on fait pour vérifier que le besoin que l'on a n'est pas juste une reconduite des besoins qu'on avait jusqu'ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change d'intégrer cette notion de durabilité? Est-ce que c'est dire, je vais prendre exprès un exemple un peu bateau, mais
Si je fais de la papeterie et je me dis il faudrait qu'elle devienne durable, le mode c'est de dire je vais passer, au lieu de faire une commande de stylos en plastique, je vais essayer de demander des stylos qui soient durables, avec le tampon estampillé durable. Ils vont être en bambou, je vais dire n'importe quoi, et parce qu'ils sont en bambou, ils sont durables. C'est déjà beaucoup mieux que les stylos en plastique, mais ce n'est pas l'occasion de se dire mais est-ce qu'on a besoin d'autant de stylos? Et là, si on se pose la question de est-ce qu'on a besoin d'autant de stylos, vous voyez que ça demande un travail en amont qui ne peut pas être complètement invisibilisé et porté juste sur la tête de l'acheteur. Ce n'est pas à l'acheteur tout seul de faire ce travail, mais dire peut-être là renvoyer à vos élus, aux services, on a besoin de savoir c'est quoi vos usages d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment vous utilisez le bien, etc., que vous avez aujourd'hui mobilisé, qui est un levier donc déjà de travail assez important, l'analyse du besoin. Ensuite, il y a la question, bien sûr, du sourcing. C'est-à-dire, une fois qu'on sait ce dont on a besoin, on peut se dire comment on fait pour aller trouver des acteurs qui vont pouvoir nous fournir de manière à remplir un certain nombre d'exigences. Et là, la deuxième présentation qu'on a eue vous aide beaucoup à faire ce travail. Et heureusement, il y a énormément aussi de leviers de ce côté-là. Il y a l'enjeu de la critérisation, c'est-à-dire quand même, on voit que quand on pose la question de la durabilité, se pose cette question en fait, de la nature des critères que l'on peut élaborer pour améliorer tout ça. Mais ça, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Mais avec un point peut-être d'attention, c'est comment on fait pour que les critères ne soient pas que des critères matériels qui qualifient la matière dans laquelle est fait le bien, mais aussi des critères de dire mais est-ce qu'on a besoin, je vous prends un exemple qu'on avait accompagné par exemple auprès d'une université, d'un acteur de la papeterie, je ne vais pas les nommer pour ne pas les embêter, mais qui avait dans ses propositions, comme d'ailleurs tous les acteurs du secteur, comme levier, on pourrait dire, de compétitivité, de dire on peut vous livrer en 24 heures au bureau. Ce qui entraînait un coût environnemental colossal parce qu'il fallait penser des stocks d'éclatement assez proches, avec des enjeux sur le travail qui étaient quand même assez qui étaient extrêmement forts, et c'était mis en avant dans leurs propositions, alors que c'était une université qui achetait et qui, en gros, avait un achat de papeterie 2 fois à l'année. Vous voyez, quand vous avez un achat de papeterie 2 fois à l'année, que ce soit livré en 24 heures ou 4 semaines, finalement, ça ne change rien. Et de poser comme critère la réactivité, alors que ça n'a aucun sens du point de vue de l'activité concrète dans laquelle vous vous trouvez, finalement, ça génère des contre-effets qu'on peut ne pas voir dans les critères, on pourrait dire environnementaux classiques, c'est-à-dire est-ce que vous avez le label bidule et est-ce que vos biens sont, est-ce que votre papier il est éco-responsable, etc. Tout ça fait passer à côté finalement la question qui était principalement prégnante d'un point de vue environnemental et social, qui était de dire comment on fait pour être sûr de ne jamais manquer et en même temps l'organiser d'une manière qui puisse être plus durable. Et là, ça suggère dans la critérisation de mettre d'autres critères que des critères très attachés au produit. Ensuite, on a des enjeux d'organisation interne, notamment dans les collectivités ou chez les acheteurs publics, dans tous les services d'achat public, qui est en fait de savoir comment on passe commande. Parce que si on garde une logique très industrielle qui est l'élu ou le responsable d'une structure dit il faut acheter plus durable. Et puis, on a ensuite des services qui disent nous, on fait une analyse du besoin, on regarde, on trace le truc, et puis on dit à l'acheteur, maintenant, réalise le cahier des charges. Il réalise le cahier des charges, puis ensuite, c'est encore des autres qui vont passer, publier, etc., le marché. Et puis ensuite, on a encore d'autres qui vont évaluer. Et qu'on a cette division verticale du travail, en fait, on a des chances que chacun mette finalement dans son moment ses exigences, ses contraintes à lui, et un peu moins les exigences ou les contraintes, on pourrait dire, d'un ensemble qui est celui notamment de l'usage. Et donc ça suppose aussi d'organiser de la coopération interne. Et là, on peut le dire, dans l'atelier dans lequel on a travaillé, on a eu des formes extrêmement variées. Par exemple, le sourcing, si c'est un truc qu'on dit à l'acheteur, débrouille-toi pour acheter mieux. Alors, il va être très content qu'il y ait la plateforme qui nous a été présentée juste avant, mais ça reste un travail qu'il doit faire tout seul dans son coin. Et donc, ce travail d'évaluation des acteurs, avec toujours un problème, c'est est-ce que je rentre en contact et avec qui et comment je fais en sorte que ce ne soit pas mal pensé la manière dont j'organise cette prise de contact. Et surtout, est-ce que je le fais en plus de mon travail de rédaction des actes d'achat ou est-ce que c'est reconnu comme un travail ayant de la valeur et on me laisse du temps pour le faire? Et on a rencontré, par exemple, des collectivités qui organisent des services spécialisés autour du sourcing qui aident à donner du temps à faire ce travail d'instruction qui permet en fait de faire un sourcing de qualité. C'est quoi les conditions internes d'un sourcing de qualité? Ensuite, pendant la réalisation des marchés,
se pose quand même une question, c'est comment est organisé le suivi et l'évaluation de l'exécution. On peut être dans un suivi de l'évaluation et une évaluation de l'exécution qui soit uniquement sur la conformité. Est-ce qu'on est conforme à ce qu'on avait prévu? Et dans ce cas-là, tout écart est vu comme un problème. Et il ne faut pas qu'ils apparaissent. Et c'est là où on a un mode de pilotage où on va avoir comme attention de faire en sorte qu'on réalise bien ce qui est prévu, quand bien même ce ne serait pas pertinent par rapport à ce qui se passe concrètement. Et là se pose la question, c'est comment on crée des espaces aussi de régulation. Alors l'objectif, ce n'est pas de sortir du code des marchés, encore une fois, hein, c'est de se dire comment on a un copilotage avec les personnes qui portent le marché de ce qui est à réaliser, de ce qui se réalise, comment on aide aussi à une orientation qui n'empêche pas de discuter quand même de la conformité avec ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire on ne peut pas faire non plus complètement autre chose, mais qui permettent aussi de donner un peu de marge de manœuvre à chacun des acteurs. Et donc là, ça pose cette question de, dans la conduite, comment on n'est pas dans… on a prévu un marché sur 3 ans, on se revoit à chaque fois à la fin de l'année en disant est-ce qu'on a bien fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, ce qui n'est pas la même chose qu'un mode de coopération qui d'ailleurs s'opère, on pourrait dire, dans les services techniques des différentes structures dans lesquelles vous êtes, où il y a des interfaces qui sont, il y a bien des coopérations qui doivent se mettre en place, on pourrait dire, dans le réel de la réalisation du marché, alors à part quand on est dans une délégation totale, on va dire ça comme ça, mais en général, il y a quand même des zones de travail en commun, mais qui ne se retrouvent pas dans les espaces d'évaluation. Donc, comment on fait exister d'autres formes ou d'autres périmètres d'évaluation et de conduite commune des marchés dans lesquels on est embarqué. Et se pose cette question de la coopération finalement avec les porteurs. Alors qu'on soit bien d'accord, les marchés publics ne sont pas constitués pour faire de la coopération. Ils sont faits pour faire de la délégation, de la prestation de services, mais pas nécessairement de la coopération. Et donc c'est un effort que de tenir la coopération. Et je renvoie à la question que je posais tout à l'heure d'organisation interne. Pareil, si vous avez 25 marchés à gérer et que vous empilez les temps d'évaluation, vous allez aller vers de la conformité. Vous n'allez pas prendre un temps monstre pour faire de la relation avec les acteurs, pour comprendre ce qui se passe, et y compris commencer à organiser de la discussion, y compris, pourquoi pas, avec vos élus, etc., pour dire, mais quelle marge de manœuvre on a besoin de dégager, qu'est-ce qu'on découvre de neuf, est-ce qu'il y a besoin d'avenants, etc. Vous vous retrouvez juste à faire du pilotage, du suivi. Et donc ça pose encore une fois cette question de l'organisation interne. Après la réalisation des marchés, on a, parce que je vois le temps avancer, j'accélère un petit peu, pardon, mais après la réalisation du marché, on a toute cette question autour de l'évaluation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on a appris par l'expérience du marché? Parce que même si on a fait de la conformité, on pourrait dire tout le long, on voit bien qu'il y a des écarts qui se passent. Je vous donne un exemple dans la gestion des déchets, par exemple, on remarque très souvent qu'il y a un déficit pour faire le travail auprès des habitants. On n'y arrive pas. On a essayé des trucs, on met des flyers, on fait des temps de concertation avec les habitants, etc. Et en fait, ça ne produit pas grand-chose. On n'y arrive pas. Est-ce qu'on se dit, on met dans un autre marché un autre truc où on demande une nouvelle méthodologie, puis c'est l'offreur qui va se débrouiller, ou est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans de ce qui ne marche pas pour faire quelque part une sorte de co-conception à partir de l'exécution du marché présent, du marché futur? Comment on crée les conditions de cette conception à partir du réel? Et donc là, c'est bien une forme d'évaluation qui est non pas sur est-ce qu'ils ont bien fait leur travail du côté du prestataire, mais qui est sur qu'est-ce qu'on apprend de l'exécution du marché. Et qu'est-ce qu'on apprend sous l'angle de la durabilité. C'est un quasi-travail en fait d'analyse du besoin révélé par l'exécution du marché. Et c'est aussi un travail en fait de sourcing quasiment par rapport à ce qu'on constate réellement et en fait aux insuffisances de ce qu'on avait prévu du point de vue du sourcing. Avec un enjeu très important qui est de repérer les innovations qui s'opèrent concrètement, c'est-à-dire les petites inventions qui sont faites pour que ça tienne dans le réel, est-ce qu'on en fait des innovations? Est-ce qu'on trouve des modes pour qu'elles s'institutionnalisent, qu'elles soient finalement intégrées dans les futurs marchés comme faisant partie de l'attente que l'on a dans la réalisation? Le dernier point sur l'achat comme seul horizon, j'y reviens pas, c'est par moment, on peut arriver sur quelque chose où on est rentré sur une logique d'achat, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas pertinent de maintenir cette forme acheteur-demandeur et que c'est plus pertinent d'avoir une construction plus au long cours. Là, ce n'est pas l'acheteur qui va être seul porteur de cette affaire, c'est comment
dans l'analyse de ce qui s'est passé, on est capable d'alerter les élus sur là, attention, la forme d'achat, elle n'est pas toujours pertinente pour l'intégralité de l'action publique. Et donc, on peut aussi être révélateur de cette discussion sur est-ce que ça vaut bien le coup de passer par du marché et non pas par d'autres formes d'intervention. Alors, il y a aussi toute une question autour des marchés, parce qu'on peut prendre comme horizon ou périmètre l'achat, l'opération en tant que telle, et il y a aussi ce qui se passe dans la vie courante, on pourrait dire d'une collectivité ou d'un EPIC, etc., qui est aussi comment, je donne un exemple, l'Eurométropole de Strasbourg avec qui on a travaillé, ils ont tous les ans une réunion où ils disent « c'est ça notre stratégie de durabilité de demain ». Et donc, ils fournissent des clés à tous les acteurs économiques de manière indifférenciée pour dire à quoi ils vont être attentifs. Et c'est un moyen, quelque part, d'essayer d'organiser la mutation du tissu économique qui va être capable de répondre à leur activité plus tard, à leurs demandes. Et donc, comment on a aussi cette possibilité de clarifier ce que c'est sa stratégie à tout le réseau des acteurs, alors soit local quand on est dans une collectivité ou dans un territoire, mais aussi national, si je reprends la plateforme qui nous a été présentée avant, c'est-à-dire comment on voit les leviers d'insertion, les critères de qualité de l'insertion, comment on les communique à tous ces acteurs pour les informer de notre propre stratégie, pour que quand ils élaborent leurs réponses, ils ne le fassent pas en essayant de deviner ce qui est important pour vous, ou en se calant uniquement sur ce qui est présent dans les appels d'offres, qui peuvent être des fois des critères particulièrement techniques, mais pour se dire comment on discute aussi de l'intention politique ou comment on contribue, y compris on arrive à innover dans l'intention politique qui nous a été présentée. Alors là, ce n'est pas le travail de l'élu, enfin de l'acheteur, encore une fois, seul, c'est bien le travail de l'ensemble de la structure publique qui passe la commande. Et ce partage de la stratégie, ça permet aussi, c'est des moments aussi, par exemple dans ce que fait l'Eurométropole de Strasbourg, où les acteurs économiques peuvent eux-mêmes exprimer comment eux, ils envisagent finalement de développer leur durabilité. Ce qui fait qu'on peut aussi entendre du côté de l'opérateur public ce que sont les tendances. Vous voyez, c'est une sorte de sourcing, mais qui n'est pas fait pour répondre à un marché particulier, qui est plutôt un sourcing pour essayer de comprendre ce que sont les tendances dans le milieu économique pour un certain nombre de sujets. Et ça, c'est quand même un travail où, si, encore une fois, on réduit le travail de l'acheteur à un travail de rédaction d'actes juridiques et à leur publication, et qu'on leur dit, non, il n'y a pas le temps de sortir pour aller voir ce qui se passe, ou vous ne pouvez pas aller communiquer sur ce que sont les priorités, on réduit beaucoup la capacité des acheteurs à faire mieux, à faire autrement. Et donc là, ça pose encore une fois la question de comment les organisations des collectivités ou des EPIC sont organisées pour opérer aussi un travail de fond de transformation de la commande publique. Donc ça passe par, encore une fois, des formes d'organisation du travail. Enfin, et je vais finir par là, et après, comme ça, on aura un peu plus d'un quart d'heure de discussion, et c'est très bien, par un point qu'on a découvert à l'occasion de l'atelier, que vous connaissez peut-être pour un certain nombre d'entre vous. Alors, c'est un élément qui est sorti en octobre 2020, je crois, de mémoire, qui est la mise en place des plans de progrès. C'est le ministère des Armées dans la partie non-armement qui a proposé ça, et aussi la direction de la commande publique, je crois. Voilà, il y a deux gros services, après il y en a plein d'autres qui ont contribué à la création de ce dispositif qui est celui du plan de progrès. Alors, là où l'option nous semble intéressante sur le plan de progrès, c'est qu'en fait, ça permet d'organiser un temps de coélaboration avec le titulaire du marché sur la base en fait, d'un premier temps d'expérimentation. Par exemple, on avait eu dans l'atelier un acheteur alors c'est une plateforme qui regroupe les achats d'alimentaires pour les lycées dans les Hauts-de-France, et qui nous avait évoqué le plan de progrès qu'il avait commencé à installer, qui avait 3 grands domaines d'intervention. Le premier, c'était augmenter la part des aliments répondant à la loi Egalim dans la commande. Le deuxième, c'était limiter ou réduire le gaspillage alimentaire. Et le troisième, c'était comment on prend en charge l'amélioration des conditions de travail des acteurs de part et d'autre. Et 3 critères, alors qui ne sont pas des chiffres à dire il faut faire plus 10, plus 15, plus 25%, plus 30, plus 100% de l'un ou de l'autre, mais qui était de dire on va avoir un temps d'exécution de 6 mois, et après 6 mois, comment on construit le plan de progrès qui nous permet d'améliorer la prise en charge de ces 3 enjeux.
Alors, au départ, il en avait prévu 7 ou 8, je crois, mais finalement, ils se sont arrêtés à 3 parce que c'est trop compliqué à produire. Ce qui est important derrière, c'est que le critère du plan de progrès, à la fois, ce n'est pas une démarche extrêmement contraignante, ce n'est pas des critères très durs qui peuvent rendre infructueux le marché. Donc, ce n'est pas une prise de risque absolument colossale du côté de l'achat. En même temps, ce n'est pas non plus réglé à l'avance ce que va être le contenu du marché. Alors, bien sûr, il y a quand même des tas de choses qui sont réglées dans le marché. Mais c'est se donner l'occasion finalement de mettre en discussion la coopération qu'on peut monter avec le titulaire et avec comme aussi, c'est quand même quelque chose qui protège juridiquement en cas en fait, dans la précision qu'on va construire ensuite. C'est-à-dire quand on va faire un avenant, parce qu'on va produire un avenant à l'issue de ce travail d'évaluation avec le titulaire, on a quand même la couverture qui est de dire, c'est pas, on n'a pris personne au dépourvu, c'est pas un détournement de l'objet du marché, c'est bien quelque chose que l'on avait prévu, qui était clair et proposé pour l'ensemble des candidats au moment où ils ont remis leurs offres. Alors, bien sûr, ce n'est pas parce que ça allège ce risque juridique-là que ça le fait disparaître. Si vous faites un plan de progrès et que vous vous en servez pour faire un tout autre objet de votre marché, bien sûr, le risque juridique demeure. Je précise quand même, moi, je ne suis pas juriste et encore moins juriste de l'achat public. Là, vous êtes bien plus expert que moi pour mesurer à quel point vous avez des marges de manœuvre de ce côté-là. Mais l'option, encore une fois, nous a semblé particulièrement cohérente avec l'écho de la fonctionnalité de la coopération parce qu'elle permettait deux choses qui nous semblent importantes. D'une part, la question de la co-conception et d'autre part, le fait que cette co-conception se fasse en partant de l'exécution réelle du marché, qui permet d'aborder des questions extrêmement concrètes. Je vous donne un exemple dans le marché dont on parle. Il était question, par exemple, sur les œufs. Est-ce qu'il fallait qu'ils soient livrés en grand bac avec plein d'œufs dedans? Est-ce qu'il fallait que ce soit des œufs sous format de boîte d'œufs? Et vous voyez, avec un truc, c'est que ce n'est pas les mêmes personnes qui répondent avec des formats qui peuvent être différents. Ce n'est pas la même manutention derrière du côté des services, c'est-à-dire comment ils sont équipés, parce que c'est bien beau de dire on va passer à de l'œuf bio local, mais s'il arrive en boîte d'œufs classique, et que de l'autre côté, vous avez des manutentionnaires qui vont devoir ouvrir toutes les boîtes pour les restocker, etc., alors que jusqu'ici, on faisait avec des gros bidons, ça ne donne pas le même travail concret. Et donc, est-ce qu'on est prêt à avoir un autre type d'œuf qui arrive et comment on fait pour pas que ça se traduise par un développement de la pénibilité finalement du travail? Et est-ce que ça tient les deux autres critères qui sont posés? Là, on peut partir de l'expérience concrète, on expérimente pendant 6 mois et ensuite, on part de cette expérience réelle pour dire de quoi on a besoin pour que ça tienne, pour que le produit qui est vu comme plus durable soit finalement acceptable dans le travail réel de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire à la fois du côté des cuisines collectives, des cantines, et en même temps du côté des livreurs, etc., qui amènent ces différents produits. Voilà. Je m'arrête là, comme ça, j'en dis pas plus. J'arrive à tenir le temps pratiquement pile poil, c'est pas mal. Sachant qu'après, on a un petit temps. Alors, je ne sais pas si tu veux le faire tout de suite, peut-être Stéphanie, un peu de. C'était juste pour vous dire si donc en effet, vous avez pu le voir, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est un vaste sujet. Donc, on vous fournira en fait des ressources additionnelles. Il y a un rapport extrêmement complet de l'ADEME qui explique, qui est assez récent, qui explique comment intégrer l'économie de la fonctionnalité dans la commande publique. Il y a aussi un podcast de 50 minutes sur ce sujet. Donc, si vous voulez partager ça avec vos collègues, avec vos élus, donc voilà, il y a des ressources additionnelles qui sont disponibles. Nous, on peut intervenir aussi. Le club peut intervenir si besoin dans certaines collectivités. On essaie de regrouper aussi des collectivités. Je voulais vous dire également que l'ADEME organise 2 jours de formation en avril sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Donc, c'est 2 jours entiers à Paris. Organisé par l'ADEME sur ces sujets, donc c'est réservé aux agents des collectivités. Donc voilà, c'est un vaste mouvement qui est en train de se mettre en place. Voilà, vous pouvez aussi nous rencontrer, on a une page LinkedIn, enfin il y a plein de choses qui existent si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et je pense que la meilleure manière quand même de démarrer, c'est de poser des questions si vous en avez. On n'est plus qu'une trentaine. Je ne sais pas si vous voulez les faire via le chat ou à l'oral. Mais en tout cas, Romain et moi-même sommes dispo pour les 10 minutes, les 13 minutes de temps restant.
Merci beaucoup à tous les 2 pour cette intervention et pour, toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques effectivement parmi les participants? Moi j'en ai une première peut-être pour briser alors, oui, on nous demande le lien pour les journées de l'ADEME si on l'a, voilà, on vous le met Je dans le vous chat le mettre. sinon merci beaucoup Stéphanie. Sinon dans tous les cas, on vous l'enverra dans le mail, qui contiendra aussi les supports et le lien pour le replay. Moi j'avais peut-être une première question, c'est si on est, voilà, un acheteur qui souhaite, se lancer effectivement dans un achat, qui comprenne un peu l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Est-ce qu'il y a une famille d'achat dans laquelle c'est plus facile voilà, pour rentrer dans ce nouveau modèle? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a un angle d'attaque qui est plus aisé? Bah, à vrai dire, non. C'est-à-dire que c'est la même chose que pour les entreprises qu'on accompagne. Le secteur d'activité n'est pas forcément déterminant là-dessus. Euh, donc, non, on peut le penser sur un peu tous les types d'opérations d'achat. Alors après, on pourrait dire que les achats de prestations de services, bah, généralement, elles sont déjà un peu plus dans cet état d'esprit. Parce que là, on pourrait dire la maîtrise est un peu abandonnée, même si la logique industrielle se réinvite. Mais globalement, non, on peut le faire sur que ce soit des achats de biens physiques du type de l'achat de papeterie dont je parlais tout à l'heure, mais ça peut être aussi vous voyez, de l'achat alimentaire. On peut aussi le faire sur des questions de mobilité, sur des achats de prestations intellectuelles. Enfin, l'ensemble, on pourrait dire, peut complètement se faire dans cet état d'esprit de l'éco de la fonctionnalité de la coopération. D'accord, merci beaucoup. Et ce que j'ai trouvé très, très intéressant aussi, c'était le fait que vous réinterrogiez un peu ce rôle, de l'acheteur et ce métier d'acheteur, voilà, et c'est vrai que se poser les bonnes questions, voilà, c'est le point de départ, de tous ces achats durables. Mmh. C'est-à-dire que c'est un point que nous, on ne tient pas à dire, parce que, en fait, c'est un constat qu'on a eu, notamment avec pas mal d'entreprises, quand on a fait les premiers échanges entre entreprises et acheteurs. Il y a souvent, les entreprises renvoient énormément de choses aux acheteurs. Et en fait, d'ailleurs, même les collectivités qui veulent avoir des ambitions beaucoup plus durables, par exemple, vont mettre beaucoup plus de critères. Mmh. Mais assez vite, ce qu'on a vu en discutant avec les professionnels que vous êtes, c'est démultiplier les critères, c'est en même temps alourdir beaucoup votre travail. Et donc, si on le fait à périmètre constant, on pourrait dire, d'activité, si on vous fait suivre toujours autant de plus de projets, mais beaucoup plus complexes, c'est quelque part quelque chose qui va faire que vous allez non pas résister parce que vous n'êtes pas d'accord, mais parce qu'en même temps, c'est intenable. Mmh. Il y a un moment, c'est pour ça que la question de l'organisation interne du travail se pose aussi. On ne va pas pouvoir faire de l'achat durable et responsable en gardant le même périmètre de jeu pour les acheteurs. C'est là où ça demande aussi des questions de coopération interne, etc. Pour moi, c'est un point quand même qui est important, parce que ça veut dire que ce n'est pas qu'une question de modification ou d'amélioration du code des marchés et des procédures. C'est aussi une question de comment sont organisés les services pour permettre aux professionnels que vous êtes de bien faire votre travail. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, il y a une remarque dans le chat sur les plans de progrès et c'est vrai que c'était intéressant, je trouve, de l'aborder. Du coup, j'en profite, je vous mets le lien. C'est la DAE, la Direction des achats de l'État, qui avait Oui, c'est sorti ça. un guide, voilà, sur le sujet, qui est assez bien fait et c'est vrai que c'est un outil intéressant puisqu'il est co-construit comme vous le disiez et puis il s'étale dans le temps. Mm. C'est vrai que sur tous les sujets d'achat durable, c'est un bon outil. Et ce que je trouve intéressant vraiment, c'est qu'il permet de penser la question de la conception sur la base d'une exécution. Mmh mh. Et donc là, ça ouvre cette possibilité de co-construction pour le coup. Mmh, mmh mh. C'est en effet, central dans l'EFC cette prise en compte en fait des écarts qu'il peut y avoir entre, le prescrit et le réel. C'est vraiment parmi les voilà les points sur lesquels on est extrêmement vigilant et notamment tous les enjeux que ça a, sur, sur le travail parce que Mmh. derrière, c'est vraiment central, cette notion de qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain Mmh et mh. c'est vrai que le plan de progrès pour ça est, pour nous, pour le coup, c'est un vrai progrès.
Tout à fait. Bah, si vous avez du coup des exemples, en tout cas, je pense que voilà, tout le monde ici serait preneur, hein, parce que c'est vraiment voilà, plus facile de dupliquer quand on ou de s'inspirer en tout cas d'un modèle existant. Donc si vous avez des documents à transmettre, je pense aux participants, voilà, ce serait apprécié. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres, questions ou si vous avez vous des choses à ajouter de votre côté, Non, je Mais pense qu'on a peut-être, alors je veux pas te donner confiance, Stéphanie, mais un point important, c'est que les clubs, enfin le club notamment, sert aussi à ça. C'est-à-dire, si parmi vous, il y en a qui se sont déjà confrontés à la question du plan de progrès, qui en ont une expérience, c'est aussi comment on peut, enfin, à travers le club, soutenir en fait, un retour d'expérience. C'est-à-dire, mmh voir comment, se joue la question, comment on peut mobiliser les lunettes de l'EFC pour voir ce qui se passe dans des expériences particulières. Et peut-être qu'on peut regarder de notre côté pour aussi faire témoigner ou trouver des temps pour faire témoigner des gens qui ont mis en œuvre ce plan de progrès en ayant en tête la question de l'EFC. Je pense à un des acteurs qui a participé. Alors, là, dans le podcast qu'a transmis Stéphanie, c'est un peu le retour sur l'atelier. Mais ensuite, il y a des acteurs. Alors, dedans, d'ailleurs, il y a le retour d'expérience de gens du Grand Est, hein, notamment. Mais on a aussi tous les documents, sur le site de l'Institut européen de l'éco de la fonctionnalité de la coopération. Il y a toutes les saisons, en fait. On a fait ça pendant 3 saisons à raison de 4 à 5 séances par saison. Là, il y a tous les documents, tous les comptes rendus de séances où sont exprimés finalement un certain nombre d'expériences d'acheteurs. Il y en avait pour le Grand Lyon autour du musée Confluence. Il y en avait qui étaient donc dans le Nord, sur cette question de la mise en place de plans de progrès. Enfin, voilà, on a le Grand Est, notamment sur sa logique de sourcing et son équipe de sourcing durable interne. Enfin, tout ça sont des choses qui sont aussi disponibles et qui peuvent d'ailleurs, enfin, on peut aussi voir avec le GIP comment on peut aussi peut-être refaire un moment de retour d'expérience sur la base cette fois-ci ou ce qui est en train de se faire avec l'Eurométropole de Strasbourg, par exemple, qui sont des questions qu'on peut aussi complètement repartager. Eh Ouais, bien, très tout à volontiers. fait, ouais. On avait évoqué, le cas de la halle Clémenceau, Mm. également, à Grenoble, en fait, qui pour le coup est une belle réalisation, et il y a vraiment un travail où voilà, de coopération autour de l'appel d'offres, d'éclairage, qui a un beau cas pratique aussi, sur lequel, on avait évoqué le fait de pouvoir faire intervenir, justement, les acheteurs et les accompagnateurs, parce qu'en fait, voilà, les acheteurs ont été accompagnés dans cette démarche. Voilà, c'est vrai que c'est souvent, enfin, c'est intéressant d'avoir voilà, les acheteurs qui parlent aussi, pour ceux qui ont expérimenté et qui ont déjà basculé ou commencé à Tout à travailler fait. différemment leurs appels d'offres pour intégrer ces principes, voilà, ces concepts de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Tout à fait. Ben, on se le note pour une prochaine, collaboration alors. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose, du coup qu'on arrête là, s'il n'y a pas d'autres, questions ou remarques. Merci beaucoup à tous les 2 pour vos interventions, très éclairantes et merci du coup beaucoup aussi aux participants d'être restés avec nous. Et donc voilà, on vous envoie, tous les éléments évoqués par mail. Bonne journée à toutes et tous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.